Clap, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour un nouveau numéro de On refait les médias. On se retrouve ce 11 novembre 2025 avec ma personne, Florian Guadalupe, pour un petit live qu'on va refaire sur les dernières petites actus de ces derniers jours. Pour ceux qui regardent en replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Et évidemment, je précise que vous ne voyez pas le chat. Donc c'est la raison pour laquelle je lirai à chaque fois tous les commentaires lorsqu'ils arriveront. Le 11 novembre, c'est une journée, c'est un jour un peu spécial. C'est le jour international des célibataires. Donc le 1-1-1-1, tout est en 1 aujourd'hui. Et donc si vous passez la soirée seul, eh ben vous pouvez la passer avec moi. On va parler médias, on va parler beaucoup télé, un peu presse. Je vais vous faire tout le line-up de la soirée, tout le sommaire de la soirée. On va avoir pas mal de sujets comme ça et j'espère que ça va vous plaire. Donc en effet, salut Nico. Salut Nico, j'espère que tu vas bien. On va faire le petit sas comme d'habitude, le petit sas de décompression ce mardi 11 novembre. Comme je rappelle, le jour des célibataires, le 11-11-11. Toujours, génial. J'espère que tu as su profiter de ce jour férié. Salut ma chère Hello, ma petite Hello. Profitez de ce jour férié. Après, il y en a qui ont travaillé aujourd'hui, d'autres qui ne travaillent pas toute l'année et qui, du coup, ça n'a rien changé, et d'autres qui bossent tous les jours parce qu'il n'y a pas de jour férié pour eux. En tout cas, j'espère que cette journée s'est bien passée pour vous, que tout s'est bien déroulé. On va pouvoir parler médias. Pour parler un peu du sommaire du jour, on va évoquer les premiers pas qui arrivent bientôt d'Olivier Mine sur M6. On a la date d'arrivée d'Olivier Mine sur M6 avec quelle émission? T'en as profité, t'as très bien fait Nico. Pas de jour férié pour moi, non, il n'y a pas de jour férié pour les soldats, pour les guerriers. Donc on va évoquer les débuts d'Olivier Mine, de sa date d'arrivée, ce qu'on en pense, est-ce que ça a marché ou non, on verra. Ce sont nos acquis, ouais, Nico, la défense. On parlera du projet de réorganisation qui est contesté au sein du groupe L'équipe. Je vous donnerai un peu tous les détails de tout ça. Il va faire quoi Olivier Mine? On va en parler très rapidement, Bijou. On évoquera ensuite les amendes confirmées pour CNews. CNews avait contesté 3 amendes qui avaient été infligées par l'ARCOM et qui ont du coup été validées par le Conseil d'État. On y reviendra en détail pour décrypter tout ça. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté les affaires France Info, l'interview par Alix Bouillaguet de Manuel Bompard et l'ensemble des fautes qui ont été faites lors de cette interview. On reviendra en détail, point par point, sur chacun des éléments qui seront présentés. Et ensuite, on évoquera évidemment le graphique qui a été présenté de sondage pour les intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle de 2027, qui a été présenté sur France Info avec les erreurs qu'elles peuvent contenir. Quelle émission? Je vais en parler tout de suite, ne t'en fais pas. Et on terminera en parlant du 13 novembre, comme vous le savez. 13 novembre 2015, nous avons eu les attaques du Bataclan, de Saint-Denis à Paris. Il y a énormément de dispositifs qui vont être mis en place. Ce soir même, sur TMC et sur W9, on a des soirées spéciales génération du 13 novembre. Et ça sera l'occasion aussi de vous raconter un peu comment on a vécu ce 13 novembre. C'est la partie plus la parole est ouverte. On pourra tous en parler. Complètement avec toi pour décortiquer et débunker. Super Nico. Génial. C'est top. Voilà, ça fait 4 minutes. On va pouvoir commencer tranquillement, calmement. Et en effet, Olivier Mine, la date a enfin été officialisée, la date a été annoncée. Olivier Mine arrive enfin sur M6 le 29 novembre prochain. Pour rappel, Olivier Mine, ça faisait plus de 20 ans qu'il était sur France Télévisions, dans le service public. On le connaissait principalement pour l'animation du Fort Boyard sur France 2, les samedis d'été. Donc il a accompagné toute une génération avec une émission ultra emblématique. Et il était aussi en quotidienne avec Sidonie Bonnec à la présentation de Tout le monde a son mot à dire, il a désormais été remplacé par Bruno Guillon. Aujourd'hui, on attend évidemment de savoir qui le remplacera à Fort Boyard. À ce qui paraît, dans les productions, ils ont déjà le nom, ils savent déjà la personne. En revanche, on ne sait toujours pas qui c'est, ça n'a pas fuité. Ça fuitera à un moment ou à un autre. En tout cas, je pense que comme c'est produit par Adventure Line Productions, la même production de Koh-Lanta, c'est vraiment le bébé d'Alexia Laroche-Joubert. Elle gère
la communication de sa production d'une main de fer. Donc on peut quand même s'attendre à avoir une communication bien précise, bien préparée pour les annonces autour du remplaçant de Olivier Mine à la tête de Fort Boyard. Maintenant, Olivier Mine, on sait qu'il va avoir pas mal d'émissions qui vont arriver. Il va animer des divertissements, des quiz. Il a notamment un nouveau jeu qui s'appelle... Personne te l'a dit dans l'oreillette? Non, personne ne me l'a dit pour le moment. En vrai, je pense que ça se joue vraiment entre Willy Rovelli et Cyril Ferraud. Grosso modo, Hello. Je pense que ça joue entre les deux. Donc on sait qu'il a un gros jeu qui va arriver qui s'appelle Pandore. Olivier Mine, il a un gros jeu qui s'appelle Pandore qui a été tourné, alors je sais plus où, je crois que c'est aux Pays-Bas. Mais c'est un gros format qui va amener Olivier Mine vraiment en prime time sur la 6. Mais avant ça, il sera le samedi 29 novembre, donc à la fin de ce mois, sur M6 pour ses premiers pas à la présentation du Maillon Faible. Le Maillon Faible, vous connaissez tous, ce format qui a été incarné pendant de nombreuses années par l'irréductible Laurence Boccolini et son ton marquant. Ah, tu arrêtes plus la télé, Nico? Ah, c'est dommage. Mais en tout cas, avec son ton marquant, ses petits airs provoquants. En tout cas, voilà, c'était pendant des années présenté par Laurence Boccolini. Le format a ensuite été repris sur C8, animé par Julien Courbet, avec un ton différent, une approche différente. Elle a été ensuite... Salut Jay, j'espère que tu vas bien. Elle a ensuite basculé sur M6, avec Vincent De Dienne qui l'a fait pour vraiment... pour une présentation événementielle du Maillon Faible, sauf que M6 voilà, avait ce format issu de TF1, qui a fait les grandes heures TF1, chercher quelqu'un pour l'animer, et en effet, comme tu dis Jay, ça arrivera le samedi après-midi à 18h35, et ça vient aussi muscler cette tranche de toute la journée du samedi, qui est une tranche qu'on va dire aujourd'hui désertée. Aujourd'hui désertée par les téléspectateurs. C'est très difficile pour les samedis soirs d'M6. Donc, faire venir Olivier Mine avec l'attente il va avoir derrière, la popularité qu'il peut avoir. Salut Fafa! Donc, pour Olivier Mine, ça va être un appel d'offres. Pour M6, ça va être un moyen de créer l'événement, d'avoir enfin un visage, parce que ça va être toute une tranche de jeu qu'on va avoir sur M6. Adieu la grande semaine qu'on avait l'année dernière. Mais voilà, on va avoir Olivier Mine dans ce nouveau rôle du Maillon Faible, qui lui l'a promis, ne sera pas dans une sorte de parodie ou de copier-coller de Laurence Boccolini, mais se veut plutôt un ton un peu plus sarcastique, caustique, à la British, comme il l'a dit lui-même dans une interview. La grande semaine est partie aux anges, je sens que ça sera pareil pour le Maillon Faible. À voir, c'est pas la même chose, c'est pas le même format. Le Maillon Faible, on peut en tourner plusieurs en une journée de tournage, ce qui est aussi une chance, c'est que la grande semaine, c'était un tournage à chaque fois, donc c'est aussi un coût différent. Alors que le Maillon Faible, tu peux en tourner plusieurs, et ça te fait plusieurs mois, comme ça, surtout vu que ça sera hebdomadaire. Du coup, pour M6, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je pensais à voir. Ils promettent, du coup, exactement le même format, avec, du coup, des publics francophones, donc venant de la France, mais aussi de Suisse, de Belgique, et de tous les pays où on parle le français. Donc voilà, ça va être la grosse attente du Maillon Faible sur M6 avec Olivier Mine. Il y aura aussi beaucoup d'attentes pour lui, les audiences, est-ce qu'il arrivera à porter les audiences? Ça va être la grande question, parce qu'il part de cases qui étaient extrêmement faibles, qui étaient à 4, 5%, 6% éventuellement. Donc lui, l'objectif, c'est au moins les faire passer au-dessus des 7-8 points de PDA, qui permettrait, en tout cas, d'être au-dessus de la moyenne de la chaîne, et donc de devenir une sorte de locomotive. Et Olivier Mine a aussi été recruté pour ça, pour devenir la locomotive de l'antenne. De Dienne était très bon, mais De Dienne, c'est un humoriste, et je pense que c'était vraiment un hommage, parce qu'il a toujours eu un coup de cœur pour Laurence Boccolini. Donc voilà, donc c'était tout ce qu'on pouvait dire sur Olivier Mine. C'était pour commencer tout doucement, bercé par les sentiments, goûts différents. On va parler d'un autre sujet, un peu plus technique ce coup-ci. Le projet de réorganisation qui a été contesté à l'équipe. Je passais comme ça, et sache que tu as plus de crédit que n'importe quel média. Oh, c'est super gentil, Nico, ce que tu me dis. Ça me touche directement au cœur. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de dire ça. Merci beaucoup.
Je me suis pris quelques notes parce que c'est assez long. C'est une information que j'ai lue au sein du Monde. Il faut savoir que voilà, l'équipe va se réorganiser. Il y a un projet de merci beaucoup Nico, de réorganisation au sein de l'équipe. Et ce projet de réorganisation, il a été voté contre par 90% des journalistes qui ont voté. Donc ils ont organisé un grand vote. Il y avait sur les 350 journalistes que compte le groupe L'Équipe, 259 ont voté. Et sur les 259, 91% a voté contre ce projet de réorganisation. Il faut savoir que le groupe L'Équipe, maintenant dispose de nouveaux dirigeants. Le directeur général, c'est Rolf Heinz, et le directeur des rédactions, c'est Matthias Güttler. Matthias Güttler, qui est un ancien de Gala. Donc on n'est pas sur un profil très sport. Et donc ils ont proposé, la direction a proposé tout un nouveau projet de réorganisation pour l'équipe. Un changement même de ligne éditoriale. Et ce projet-là, ils l'ont mis à voter par les journalistes. Et les journalistes se sont opposés. Alors, vous voulez certainement savoir quel est ce projet qui a été retoqué par les journalistes. Alors déjà, c'était de faire de l'équipe non plus un journal, une force de journal papier avec une présence sur le web, mais de faire un média numérique qui viendra en gros se décliner en imprimé. Donc on est sur une bascule inversée. En gros, dans ce nouveau projet, ce n'est pas le papier qui doit être fort et le numérique qui suit, mais ils veulent faire du numérique la principale activité du groupe L'Équipe et que, en gros, que ce soit une déclinaison en papier, en imprimé par la suite. Donc tout le projet de L'Équipe a complètement basculé comme ça. Et donc l'objectif, il est où? L'objectif, c'est d'aller chercher 500 000 abonnés d'ici 2030. Actuellement, ils sont à 226 000 abonnés aujourd'hui. Donc ça veut dire doubler le nombre d'abonnés au numérique, à l'équipe numérique. Combien de postes supprimés? On y vient tout de suite, Laurie Nori. Mais déjà, je présente un peu déjà le plan sur le plan éditorial, les changements éditoriaux. Donc l'idée, c'est de faire de la plateforme l'équipe.fr, un agrégateur de contenu sportif. C'est-à-dire récupérer différents contenus d'autres marques pour que lorsqu'on vient sur l'équipe, on s'abonne pour avoir en fait plusieurs marques de presse, plusieurs journaux. C'est pour ça qu'ils ont déjà fait en fait des partenariats avec Ligue 1+, avec Eurosport, pour ouvrir le spectre et en fait avoir une sorte de site qui va rassembler toute l'actu sportive qui peut être vraiment accessible sur l'ensemble du marché web. Et donc, en ayant ce projet-là, c'est aussi du coup doubler le nombre d'abonnés, mais c'est aussi faire passer de 13,7 millions de visiteurs uniques sur l'équipe à 20 millions de visiteurs uniques. Donc quasiment venir doubler le nombre de visites. Donc ça, c'est aussi avec la force d'un agrégateur. Et ça passe aussi par des changements dans le fond. Et dans le fond, c'est quoi? C'est produire davantage d'articles. Pour produire davantage d'articles, ils veulent ouvrir le spectre du sport, ouvrir à la case people, et c'est aussi la cible, on va dire que le fait que Matthias Güttler, le nouveau directeur des rédactions qui est arrivé en février dernier, si mes souvenirs sont bons, qui vient de Gala, il veut aussi ouvrir en fait le spectre du sportif sur le people. C'est-à-dire s'intéresser aux actualités people des sportifs. Pour se dire, on va essayer de chercher un nouveau public, parce que le public people est aujourd'hui très très puissant sur le web, je pense qu'il en est bien conscient. Il est important de voir des personnes comme toi foncer. Merci Nico encore, merci. Donc c'est pour eux très essentiel d'ouvrir à ce niveau-là, et aussi pour produire plus rapidement, c'est faire des articles plus courts, mais on va dire à clic facile. Voilà comme ils présentent ça, à clic facile. Donc on peut aussi dire putaclic comme on dit aussi parfois, c'est-à-dire des articles simples, tu vois le titre, ça donne envie de cliquer, tu cliques dessus, tu crées du coup du flux et ça permet d'avoir pas mal de monde. Donc ça c'est sur le projet éditorial. Il y a les objectifs qui ont été mis en place, le projet éditorial, et maintenant en effet on se pose la question sur l'aspect humain, les DRH. On serait sur du coup une disparition de 6 postes d'éditeurs. Il y en a 29 aujourd'hui à l'équipe.
ils veulent supprimer 6 postes d'éditeurs. Donc les éditeurs, c'est ceux qu'on appelle ceux qui font l'editing. Donc par exemple sur le journal, c'est ceux qui vont choisir où est-ce qu'on cale tel ou tel article, où est-ce qu'on cale tel ou tel titre, qui réfléchissent au titre, qui réfléchissent au fond du sujet. Donc il y aurait 6 postes qui disparaîtraient si le plan venait à être validé. 6 postes d'éditeurs qui peuvent être aussi d'éditeurs web, hein, mais je pense qu'on est plus sur 10 éditeurs comme ça. On a, sur les 5 postes qui existent aujourd'hui de correcteurs, on a 2 postes de correcteurs qui devraient sauter. Et comme on l'a vu dans certaines entreprises, certainement la tentation d'aller vers une intelligence artificielle qui viendrait corriger, épauler pour la correction des articles. Donc 2 postes de correcteurs en moins. Sans oublier les non-remplacements de certains postes à la photo et au journalisme de reportage. Donc ceux qui partent à la retraite ne seront pas remplacés. Donc ça, c'est tout le côté on est crème. Et ils promettent tout de même 3 nouveaux postes de rédacteur en chef à l'info desk. Alors qu'est-ce que c'est le rédacteur en chef info desk? C'est tout ce qui est sur le web. On parle de journaliste desk, c'est celui qui reste à son bureau, qui prend des appels au téléphone, qui vient récupérer les informations sur le web, l'information qui sont faites par d'autres journalistes, et qui viennent du coup récupérer tous ces articles-là, et les taper en direct depuis un ordinateur. Moi, j'en ai fait pendant très longtemps, on va dire une grosse partie de mon travail à Pure Média, c'était du desk. Donc là, on aurait 3 rédacteurs en chef infodesk, donc 3 nouveaux chefs pour les rédactions qui viendraient piloter du coup cette nouvelle rédaction, ce nouveau format de journalisme. C'est pas souvent que j'offre des fleurs et surtout pour un homme. Merci Nico. Ah, j'avais pas vu. Merci beaucoup Nico, t'es super gentil, c'est trop top. T'inquiète. Bah, moi si j'aime des fleurs, je m'appelle Florian, je peux recevoir des fleurs. Un poste de chef d'édition aussi qui sera en plus. Merci aussi à ceux qui s'abonnent, merci JM, c'est chouette. C'est canon. Un poste de chef d'édition aussi en plus et 2 postes de journaliste vidéo. Donc pour produire de la vidéo sur les réseaux sociaux, un peu ce que je fais moi, mais là produire des vidéos sur les réseaux sociaux autour du coup de cette marque qui irait évoluer. Donc c'est vraiment un projet qui est axé sur le numérique. C'est prendre en compte. Alors moi je suis pas là pour vous dire c'est un bon plan, c'est un mauvais plan. Je vous donne juste les faits. Je précise juste qu'aujourd'hui le marché des médias fait que la presse écrite, c'est de plus en plus difficile, même si l'équipe reste l'un des journaux, l'un des quotidiens les plus vendus en France, la presse écrite est un média qui est de plus en plus en difficulté. Et ça, il n'y a pas besoin, je pense, je pourrais vous montrer toutes les études, mais en tout cas, c'est réel et c'est essentiel et ça passe par ça. Donc, l'alternative, c'est aussi une transition vers le numérique, vers la vidéo sur le web, vers la nouvelle consommation de l'information qui se passe ici même sur TikTok, sur Instagram, sur X, mais aussi sur des plateformes dans un format un peu Netflix. Donc c'est aussi l'idée, je pense, de ce projet-là. Est-ce que tu aurais voté pour le plan, tu me demandes, Hello, si tu travaillais là-bas je peux pas trop me prononcer parce que... je peux pas trop me prononcer. J'avoue, je peux pas trop me prononcer parce que là, c'est très perso, faut pas insulter l'avenir. Et je comprends le projet vers le numérique. Après, il y a des suppressions de postes, des ouvertures. Si on compte un peu entre les suppressions et les entrées de postes, on a une perte de 2 postes à peu près au sein de la rédaction. C'est pas une... Voilà, en termes d'équilibre, c'est pas une énorme perte non plus, mais c'est quand même une évolution concrète de ces métiers-là. Donc c'est aussi difficile de faire entrer de l'argent, de se transformer aussi pour un média, et je ne suis pas à la place de ces journalistes qui vivent ces transformations-là en temps réel. Donc c'est très difficile pour moi de me positionner, et donc de faire une déclaration là, ça serait un peu, je pense, un peu présomptueux. L'équipe figure sur TF1+. Ouais, oui, complètement. Les médias n'ont pas su s'adapter. Bah, je pense que il faut. Ils n'ont pas le choix. Parce que techniquement, même avec les aides de la presse de l'État, un média ne survit pas comme ça. Par exemple, le journal Libération a besoin de l'argent qu'on injecte, même si ils perçoivent de l'argent de l'État, des aides, il y a des aides à la presse, tout simplement parce que les aides à la presse ne permettent pas de survivre, ils permettent d'être une béquille financière
pour venir équilibrer le business plan. Mais il est essentiel que, et ça depuis la nuit des temps, que les médias s'adaptent aussi à l'évolution de la consommation, notamment de la nouvelle génération, qui, loin de là, ne s'informe pas, mais s'informe de manière différente et sur des plateformes où ils peuvent tomber sur des fausses informations. Et c'est là où le travail des journalistes, c'est de muter et de venir sur ces plateformes-là, et donc avoir des journalistes l'équipe. Ils le font déjà, hein. Il y a déjà des contenus l'équipe, et je pense que là, c'est dédoubler un peu cette stratégie-là, aller plus loin. D'un point de vue d'observateur des médias, c'est un projet qui est intéressant. En revanche, d'un point de vue journalistique, c'est sûr que quand on parle d'articles People sur Journal L'équipe, quand on parle de brèves à clic facile sur Journal L'équipe, bah euh, c'est un peu triste d'un point de vue éditorial. Ça devient quelque chose de plutôt pauvre et ça viendrait aussi dégrader le travail journalistique. Mais après, pour l'équipe, je pense qu'on aura toujours besoin de journalistes de l'équipe, c'est-à-dire des journalistes qui viennent nous parler de sport, des journalistes qui viennent nous parler de football, de rugby, des Jeux Olympiques. Et ils sont encore, je pense, un pilier essentiel. Donc qu'ils mutent, oui, je pense qu'ils doivent encore se préserver en papier parce qu'ils doivent rester, je pense certainement, voilà, ils font partie des derniers quotidiens qui sont encore très achetés parce que ça reste encore une pépite, les unes sont aussi très très fortes. Voilà, il y a encore un attachement vers l'équipe, mais demain peut-être que cet attachement-là, il va se réduire à peau de chagrin et la nouvelle consommation des médias va évoluer. Et donc s'ils ne prennent pas non plus le virage, ils se retrouveront largués et remplacés par d'autres qui auront fait d'autres choix auparavant. Donc c'est très difficile de prendre une position là-dedans, d'autant plus que je ne suis pas à l'intérieur. Je ne suis pas à l'intérieur, mais voilà, un plan social, en tout cas des plans de suppression, c'est jamais très agréable dans une entreprise. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il y a des choix qui doivent être faits aussi d'un point de vue des courbes que peuvent prendre les entreprises. Est-ce que tu comprends qu'ils votent contre et que le projet fasse peur? Ah, ok, bah ouais. Sur ça, je peux comprendre qu'ils puissent voter contre et que le projet fasse peur. Déjà, de manière de base, on n'aime pas trop le changement. Mais ensuite, un discours qui te dit que on fait reculer le papier pour mettre en avant le numérique quand tu as toujours été papier, ça te fait peur. Quand on te dit qu'il y a des postes de correcteurs et d'éditeurs qui vont disparaître, ça peut faire peur. D'ailleurs, ils ont tenté une sorte de grève, c'est-à-dire ils n'ont pas envoyé tous les journaux lundi, hier, pour que les gens ne le reçoivent pas en mode on proteste, mais est-ce que d'autres grèves vont être à venir? Donc je pense quand même que ces postes-là font peur. Le fait que faire du web, faire du desk, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Des formations en vidéo, c'est pas aussi donné à tout le monde de faire de la vidéo. Donc cette bascule-là, elle peut effrayer. Le fait ils ont aussi des projets de doubler le nombre d'abonnés, de doubler le nombre de visiteurs uniques, ça donne aussi le sentiment de mettre une pression sur les journalistes et de se dire qu'on va plus travailler pour faire du contenu, pour faire du volume que pour faire de l'éditorial. Et mécaniquement, ça inquiète. Donc je pense que c'est pour ça. Surtout la qualité qui va baisser pour juste faire de l'infotainment. Tu dis, Miguel, bah ouais, c'est une évolution de tout ça. Hein. Je sers aussi, mais je déplore, c'est ça. Motivation facile via le loisir au détriment du sport. Après, honnêtement, je pense qu'un journal comme l'équipe, s'il perd son ADN même de l'analyse du sport, raconter des choses, faire de l'enquête, les coulisses, etc., la marque va disparaître. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Salut Kenza, j'espère que tu vas bien. Manque d'objectivité, c'est quoi le problème du soir? On a parlé un peu d'Olivier Mine. On parle actuellement du projet de réorganisation contesté à l'équipe. On va évoquer ensuite, évidemment, un peu de France Info. Hein, c'est le gros sujet quand même média de ces derniers jours. Les amendes qui ont été confirmées par CNews. Et on évoquera le 13 novembre en fin de live. C'est le virage loisir qui conteste principalement. En fait, ce qui conteste, c'est le changement éditorial, le fait d'aller vers plus de people, plus de brèves, on va dire, à clic facile, la disparition de certains postes historiques comme les éditeurs ou les correcteurs, remplacés par des postes en fait web. Ça, c'est ce qui est, on va dire, plutôt contesté, ouais. Salut Florent, pourquoi le groupe Canal+ n'arrive pas à transférer TPMP vers C17 ou Canal+? TPMP c'est fini maintenant, B92. C'est terminé.
C'était Hanouna qui le produisait, il est sur W9 maintenant. Donc TPMP, tu ne le reverras plus. Il est clair que maintenant l'objectivité est absente. Devinez qui vient d'ouvrir GTA et qui vient de ramener son crâne. Salut LFI. L'équipe TV est à vendre. Ah bah justement, c'était le dernier point que je voulais évoquer avec vous. Il y a quelques semaines de ça, maintenant je crois que c'était au début de septembre, on en avait parlé. En effet, voilà, on sait que la direction, le groupe Amaury, ils ont, on va dire, ils sont un peu embêtés avec le groupe L'équipe, qui, comme beaucoup de médias de presse, perdent de l'argent. Donc c'est très difficile et ils aimeraient uniquement se concentrer sur l'événementiel, sur l'organisation aussi d'événements. Donc ils aimeraient délaisser éventuellement le groupe L'équipe. À l'époque, on savait que le groupe CMA-CGM, donc le groupe qui détient BFM RMC, avait la volonté de s'offrir le groupe L'équipe. Donc le groupe L'équipe, ça comprend également du coup la presse, le web et la chaîne TV. Donc on aurait pu avoir peut-être la bascule vers CMA-CGM. Aujourd'hui, ce n'est plus sur le tapis. Est-ce que voilà, ce nouveau projet montre aussi la volonté de relancer, parce que voilà, un plan de réorganisation, c'est aussi un plan pour essayer de relancer un groupe. Est-ce que c'est la bonne solution ou non? Ça, faudrait interroger des journalistes de l'équipe qui pourraient témoigner, des journalistes même des avis différents pour pouvoir les confronter les uns contre les autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sent que cette vente n'est pas à jour. Et donc, pour le moment, bah, le groupe est impacté. Il y aura cette réorganisation-là. Comment elle va faire? Est-ce qu'elle va évoluer? On sait d'ailleurs que les discussions au CSE ont été suspendues à la suite de l'arrivée de l'inspection du travail. Autant vous dire que ça a pas mal bougé. Un plan pour faire de l'argent, ouais, ou un plan pour faire des économies ou pour réduire les chutes d'argent. Voilà, un plan c'est aussi pour ça, c'est quand on perd beaucoup d'argent, on essaie aussi de le réorganiser pour essayer de diminuer les pertes. Donc il y a énormément d'éléments qui peuvent indiquer voilà, ces changements au sein du média L'équipe. En tout cas, voilà, là, c'est ce qui est tombé là tout récemment. Hein. Le vote a eu lieu le 9 ou 10, enfin ce week-end, enfin là, ces derniers jours. Donc, on verra comment la direction va négocier avec les syndicats, avec la société de journalistes. Donc, c'est vraiment une sorte de pas de syndicat, mais c'est l'équivalent, les représentants des journalistes. Comment il y aura cette négociation-là? Est-ce qu'ils vont céder un peu de terrain? Comment ça va se faire? Tout ça, ça va être un gros sujet à suivre. Une chaîne de gauche, je sais pas si la chaîne L'équipe, c'est une chaîne de gauche, Vivaldi. Comment alors, c'est intéressant. Comment le traitement sportif peut être de gauche ou de droite? C'est toujours marrant de voir les gens qui veulent essayer de toujours trouver une couleur politique à tout. Qui regarde encore L'équipe à part pour les matchs amicaux? Le journal marche bien, ouais. Mais la télé, non. Bah là, on parle du... La télé, ça marche, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, pour ce que c'est pas mal. Et le journal, il marche aussi, et le web aussi. Si L'équipe du soir, c'est cool. Voilà, voilà mon petit Caradoc qui est là, avec Olivier Ménard. Vous confondez avec les journalistes. Ah, donc du coup, vous pensez que les journalistes sportifs, ils sont de gauche? Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent... je sais même pas. J'arrive même pas à savoir comment ça... On arrive à connaître la couleur politique d'un journaliste de sport. Genre, il donne une analyse d'un match. Genre, quand on te dit Mbappé, il a fait un bon match, c'est de gauche ou de droite? Le Parisien. Ouais, mais là, on parle pas du Parisien. Et puis le Parisien, c'est pas non plus de gauche. Le Parisien, c'est pas trop... Ou alors, centre-gauche éventuellement. Mais bon, là, actuellement, avec Bernard Arnault... Les volants de badminton sont à gauche, c'est bien connu. Bah, le badminton, oui. Le badminton. Quand ils mettent appareil politique hors sport, ouais. Ah ouais, il y en a qui parlent de politique hors sport. Non, je pense qu'il y a une volonté de vouloir tout politiser et le journal L'équipe, il n'a pas de couleur politique. Thierry Roland, on savait. Après, ils ont chacun leur couleur politique. Mais bon, je pense que tout ça, ça n'a pas trop de sens. On va passer au prochain sujet. 139 000 euros d'amende confirmée pour ces news. Et ouais, il faut savoir que du coup ces news, alors, je crois que toutes les séquences ont eu lieu en 2023.
toutes les séquences ont lieu en 2023. Et donc, en 2023, l'Arcom a infligé plusieurs dizaines de milliers d'euros à CNews pour des séquences. CNews les a contestées auprès du Conseil d'État, et cette semaine, le Conseil d'État a dit « Eh, frérot, c'est normal ce qu'ils t'ont mis, hein. Donc tu vas prendre. » Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut juste que je retrouve, c'était où j'avais vu ça. Ouais, alors, 50 000 euros. Alors déjà, ils ont pris 50 000 euros pour une séquence où Geoffroy Lejeune a expliqué que l'antisémitisme était lié à l'immigration arabo-musulmane. Une nouvelle fois, c'est un raccourci, sans contradiction sur le plateau, considéré comme incitant à la haine envers un groupe précis. Donc, mécaniquement, je pense que l'Arcom l'a annoncé en chantant. Ouais, je pense qu'il l'a annoncé en chantant. C'est bien fait parce qu'on... Oh yeah, tu t'es pris 139 000 euros. C'est bien fait parce qu'on entend de plus en plus des propos inadmissibles. Ouais, mais on est sur les propos de 2023. C'est important à expliquer. Hein. C'est les propos de 2023, Arcom de 2023, pas l'Arcom d'aujourd'hui. Et donc, il y a eu appel auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État a du coup confirmé 50 000 euros, pour ces propos de Geoffroy Lejeune concernant l'immigration arabo-musulmane. Donc ça, c'est ciao. Ensuite, CNews avait été condamné à 50 000... Non, j'ai dit combien? 50 000, donc 60 000 euros d'amende. 60 000 euros d'amende pour 2 chroniqueurs en plateau de la matinale Week-end en 2023 qui avaient dit « On le sait très bien, c'est l'immigration qui tue ». Tout ça sans contradiction en plateau. Donc, CNews, ils disent on n'est pas content, on n'est pas content. Conseil d'État a dit si, la décision a été bien prise par l'Arcom. En effet, on la confirme, on la valide. Il y a appel à la haine envers un groupe de personnes qui peut conduire à de la discrimination. Hop là. Donc là, on a déjà une sacrée somme. Ensuite, ça ajoute à tout ça 20 000 euros qui ont été confirmés par le Conseil d'État. Pourquoi ces 20 000 euros? Eh bien, il y a dans l'émission Punchline, en 2023 toujours, un homme qui s'est présenté comme un économiste a estimé que le réchauffement climatique n'avait aucun lien avec l'humain, avait même estimé que c'était une escroquerie et un mensonge lié à un complot totalitaire. Waouh! Tout ça, évidemment, sans contradiction. Toujours la même chose. Sans contradiction. Eh bien, l'Arcom a été saisi pour remise en question de données scientifiques, sans contradiction, un manquement à l'honnêteté de l'information, au contrôle, à la maîtrise de l'antenne aussi. Parce qu'en fait, s'il tient ces propos-là et qu'il se fait reprendre immédiatement et on l'empêche, on passe à autre chose. L'Arcom ne dit rien. L'Arcom met 20 000. Et donc, Conseil d'État a dit, je te mets à total. Mais là, vous allez me dire pourquoi 139 000? Parce qu'ils ont pris, en plus, 3 000 euros de frais de justice qu'ils doivent verser à l'Arcom pour chacune des validations des condamnations. Donc, Vincent Bolloré a terminé la semaine avec 139 000 euros d'amende à payer. Bon, on va pas se mentir, pour Vince, c'est pas la somme la plus chère de l'univers. Quand il n'y a aucune contradiction dans C'est ce soir, ça dérange moins. Tu penses à quoi, Miguel? Sur la contradiction. Encore une fois, ça j'ai l'habitude que vous veniez... donc moi, je vous dis toujours la même chose. Je veux les éléments, les preuves, les propos. Moi, je vous cite les propos. Je peux vous retrouver les dates si vous voulez. Je vous cite les propos, les raisons, le fait qu'il n'y ait pas de contradiction. Là, tu arrives dans le chat, tu me dis, non, c'est ce soir, ça dérange moins. Bah, quand? Dis-moi. Sur Quotidien, Quotidien, il n'y a pas eu ces propos-là. Toujours la même chose. Sur Quotidien, il n'y a pas eu... Les propos qui ont été tenus là sur CNews n'ont pas été tenus sur Quotidien. Quotidien a des chances aussi, peut très bien se faire reprendre par l'Arcom. France 5 peut très bien se faire reprendre par l'Arcom. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Et s'ils ont pas eu d'amende, c'est qu'ils n'ont pas tenu ces propos-là à l'antenne. Et... je pense CNews qui compare Bardella au H, on en parle. J'en ai parlé et ça en fait ça va être très intéressant. On verra ce que dira l'Arcom. On verra ce que dira l'Arcom sur France 5. Parce que c'était une journaliste qui a fait une analyse en citant la citation de quelqu'un
et c'est pas elle qui a tenu les propos en disant Bardella est comme ci ou comme ça. Donc, ça va être l'Arcom qui va juger. On va en parler, Teddy, on va en parler. Là, je te parle de séquence de 2023. T'en fais pas, tout va bien se passer. Donc voilà, donc c'était un peu pour dire ça, mais pour rappel, depuis septembre, ou depuis juillet, je sais plus, il n'y a eu aucune sanction qui a été décidée par l'Arcom. L'Arcom est en vacances depuis maintenant plusieurs mois, donc on n'a toujours aucune sanction. Donc il y a eu toutes les saisines qu'on a pu avoir depuis la rentrée. Il y a énormément de travail pour l'Arcom, et l'Arcom, on les attend toujours pour qu'ils bossent. Hein. Alors, Teddy, c'est très intéressant ce que tu dis. Une nouvelle fois, l'Arcom, pour que l'Arcom intervienne, l'Arcom doit être saisi par un téléspectateur. Le téléspectateur, à ce moment-là, il a une attente envers l'Arcom. L'Arcom va regarder si il y a motif à débattre sur la séquence. S'il y a motif à débattre sur la séquence, l'Arcom va regarder et va décider d'une intervention, d'une mise en garde, d'une sanction ou non pour l'éditeur. Tout ça, ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, l'Arcom n'a pas donné de décision depuis juillet dernier, ce que j'explique. Donc, qu'on dise « Ah, mais on dit rien, l'Arcom dit rien pour France 5 ». L'Arcom n'a rien dit pour France 5, n'a rien dit pour les séquences sur Nicolas Sarkozy sur CNews, n'a rien dit sur pas mal de séquences qu'on a pu voir depuis la rentrée, puisque l'Arcom est toujours en attente. Donc quand on me dit que l'Arcom est trop violente, est trop méchante, etc., aujourd'hui tu peux dire ce que tu veux sur le plateau, l'Arcom ne fait plus rien. Ne fait plus rien. D'ailleurs, tu peux nous raconter quand tu es allé voir l'Arcom avec Kevin, il en a parlé en vite fait dans CKR, je vois un peu de taille. Alors ouais, j'avais rencontré une personne qui travaille à l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour leur poser ces questions-là. Et eux expliquent qu'en fait c'est un outil qu'ils ont. Il faut savoir que l'Arcom, c'est un outil juridique qui ont des pouvoirs, mais les pouvoirs sont ultra restreints pour l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces pouvoirs-là sont ultra restreints. Aujourd'hui, ils ont très peu de pouvoirs. Ils ont certains pouvoirs, mais en vrai, le temps d'arriver à une condamnation de telle ou telle chose, ça prend énormément de temps. Et sous l'ancienne présidence de Roch-Olivier Maistre, il avait un peu accéléré les décisions prises par l'Arcom. Aujourd'hui, on est sous une nouvelle présidence, celle de Martin Hadjari, et il semble que Martin Hadjari prenne, en tout cas sous sa direction, ça prend beaucoup plus de temps pour se pencher et prendre une décision vis-à-vis des séquences qui sont diffusées à la télévision et à la radio. Important, on prend en compte en effet les propos qui sont tenus, les propos exacts qui sont tenus, est-ce que c'est les propos qu'on tient nous ou qu'on cite, s'il y a maîtrise de l'antenne, s'il y a volonté d'inciter à la haine, etc. Il y a énormément, en fait, on va chercher tous les manquements qu'il peut y avoir aux obligations du cahier des charges. Donc pour toutes les séquences que vous saisissez, il faut attendre qu'il y ait un traitement de l'Arcom pour savoir si c'est une sanction ou non. Et d'ailleurs, une sanction, on ne l'a pas tout de suite. Il faut avoir la répétition d'un même manquement sur une durée de 2 à 3 ans, je crois. Donc, pour l'Arcom, en gros, si tu dis... Tu fais une incitation à la haine une fois, tu peux avoir une intervention, une mise en garde. Si tu le fais deuxième fois, tu as une mise en demeure. Si tu fais une troisième fois, tu peux avoir la sanction. Mais donc du coup, c'est un peu des rappels à l'ordre avant de sévir. Et quand il y a une sanction financière, l'Arcom fait appel à un rapporteur indépendant qui lui va analyser de son côté, qui va faire une proposition de sanction souvent du coup pécuniaire, on va dire c'est souvent ça, parce qu'il y a d'autres moyens d'intervenir sur une chaîne, d'autres sanctions qui existent, hein, mais en général, aujourd'hui, depuis il y a dû y avoir Skyrock qui a dû être puni par l'Arcom avec un blocage de l'antenne, mais sinon voilà, il n'y a aucune chaîne qui a été arrêtée par l'Arcom en raison, et ça je sais que ça va faire toujours bondir certains, aucune chaîne qui a été arrêtée par l'Arcom en raison d'un dérapage à l'antenne, mais en tout cas il y a des sanctions financières, et donc l'Arcom reçoit ça, ils reçoivent les représentants de la chaîne, ils discutent avec eux, et il y a débat. Tac. Bah, sur Cohen, affaire Crépol, il y a eu intervention de l'Arcom. Il y a eu intervention de l'Arcom, t'as dit. L'Arcom est intervenu auprès de France 5.
Ils sont pas de gauche. Non. Qui est le président de l'ARCOM actuellement? C'est Martin Hadjari, qui a été nommé par Emmanuel Macron. C'est news regardable pour toi, Cookie. Ok. TBT9 est en léger différé à cause de l'ARCOM. TBT9 n'est pas en léger différé. TBT9 est en vrai direct. En vrai direct. Mais il faut savoir que là, depuis la rentrée, TBT9, à ce stade, il n'y a pas eu de grosses polémiques et que même pour les propos de Pierre-Jean Chalençon, certaines personnes ont saisi l'ARCOM, mais honnêtement, il y a eu intervention et contradiction en plateau, recadrage quasi immédiat, en tout cas c'est revenu par la suite, et donc je pense que même pour ça, il n'y aura pas de sanctions parce qu'il y a une maîtrise de l'antenne. C'est comme Energy Music Award, c'est à celui qui a la fanbase qui bouge le plus. Non, non, non. Pour qu'il y ait une décision de l'ARCOM, pour que l'ARCOM soit saisi, il ne suffit que d'une seule saisine. Il suffit qu'une personne saisisse l'ARCOM pour que l'ARCOM se penche sur une séquence. Par contre, ça ne veut pas dire que l'ARCOM va forcément donner une décision à ta saisie. Mais en tout cas, pour que l'ARCOM ne peut pas s'auto-saisir. Important de préciser. C'est important de préciser. Donc le nombre peut entrer, on va dire, en tout cas à l'époque de Roch-Olivier Mestre, le nombre permettait éventuellement de mettre sur le devant du traitement. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui vont saisir pour une séquence, ils vont se dire on va peut-être la regarder en priorité parce qu'on sent qu'il y a eu un impératif de la part du public. Mais aujourd'hui, il semble que ce ne soit pas la même politique menée par Martin Hadjari, qui a été également nommé par Emmanuel Macron, comme l'avait été Roch-Olivier Mestre. Yes, 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 yes. TBTM, c'est du direct, ouais, complètement. Je ne comprends pas pourquoi la com prend autant de temps pour prendre une décision. Bah là, je suis d'accord avec toi, Cookie. Si j'avais un représentant de l'ARCOM aujourd'hui devant moi, je lui poserais cette question. Je lui demanderais pourquoi tout ce temps. Ok, bah ça déjà, c'est pas normal d'être nommé par le quatrième pouvoir. Alors, ouais, pour rappel, Macron nommé par le président. Non. Le président de l'ARCOM est nommé par Macron et ensuite il y a un collège. Il y a des sages, ceux qui représentent le collège de l'ARCOM. 3 sont nommés par le président du Sénat. 3 sont nommés par la présidente de l'Assemblée nationale. Donc on a une grande majorité comme ça. Un est nommé par le président de la Cour des comptes et le deuxième est nommé par le président du Conseil d'État. Et donc ça permet d'avoir un conseil. C'est ce conseil qui décide de l'ensemble des décisions qui vont être prises à la suite du travail juridique qui aurait été fait auparavant par les équipes de l'ARCOM. Donc en gros, ils reçoivent le dossier, on leur montre la décision qui a été prise en bas, et eux, en gros, ils peuvent dire on est d'accord, on vote à l'unanimité ou non. Alors, l'affaire du déjeuner avec Cohen avec les politiques, l'ARCOM peut-il faire quelque chose? Non, t'as dit. Ça, l'ARCOM peut rien faire parce que l'ARCOM n'intervient que sur ce qui se passe à la télévision et à la radio. N'interviennent pas encore dans les discussions annexes. Merci à ceux qui sont abonnés, Kevin et Eleonore. Peut-être qu'ils sont pas assez pour traiter toutes les requêtes des spectateurs. En vrai, pourquoi ils y arrivaient avant et pas maintenant? C'est ça qui paraît étrange de Cookie. CNews, c'est un cirque. Cette chaîne, c'est une ânerie. Son ânerie que je regarde, je prends du popcorn. Ok, Sanoya. Michou, pourquoi toujours CNews? Bizarre, l'ARCOM est de gauche. Non, en fait, sur Quotidien, tu trouves pas les mêmes propos qui sont tenus sur CNews. C'est juste ça. Parce que là, sur chacun des éléments que je te montre, je peux te justifier la raison. Il y a pas, en gros, il y a aucune séquence qui, on va dire, qui paraît surprenant. Honnêtement, si on la prend vraiment telle quelle, il n'y a aucune séquence qui paraît surprenante. Sur le numérique aussi. Alors sur le numérique, on va dire que, Manu, l'ARCOM, c'est très flou. On va dire ça. C'est le côté Adopi de la fusion entre CSA, le CSA et Adopi. C'est que sur le numérique, ils sont un regard, mais aujourd'hui c'est très compliqué. Alors ils bloquent les sites pornographiques, mais en même temps, comment est-ce qu'ils arrivent vraiment à intervenir? C'est toujours très complexe. Est-ce qu'ils peuvent intervenir sur X? Aujourd'hui, c'est très flou. Est-ce qu'ils peuvent intervenir sur les réseaux sociaux? De quelle manière? C'est très très flou. Est-ce qu'ils peuvent intervenir sur YouTube? À une époque, ils étaient intervenus sur cette pompette, mais ils n'étaient même pas vraiment sûrs parce que c'était comme une production Canal+. Donc, est-ce qu'une production télé, il peut y avoir une intervention de la part de l'ARCOM? Aujourd'hui, c'est extrêmement flou. Les outils juridiques qu'ils ont dessus, et ils se servent de ces outils juridiques principalement
pour lutter contre les dérives, le harcèlement, tous les dangers d'Internet, mais moins sur le côté cahier des charges, parce que tu ne peux pas signer le cahier des charges en tant que tel avec TikTok, X, Instagram et tout ça. Mais là se croise qui nomme le président du Sénat, c'est juste embourber les gens. Qui nomme le président du Sénat, bah, c'est les sénateurs. Et aujourd'hui, le président du Sénat, c'est Gérard Larcher, LR. En gros, il y a une majorité quand même de membres de l'ARCOM qui est nommée par des gens de droite si on estime que le mouvement de Macron est de droite. Hello, l'ARCOM peut intervenir sur les réseaux sociaux. Bah, c'est ce que je disais, Tristan. J'ai répondu à ta question normalement. Donc, tant pis, une campagne électorale sur France Inter, un candidat, c'est pas moral, mais c'est légal. Non, mais en fait, il n'y a aucune preuve actuellement, Miguel, des propos tenus par Patrick Cohen à l'antenne ou par Thomas Legrand à l'antenne qui prouvent qu'il cherche à torpiller un candidat. Sur les propos tenus sur France Inter, et exactement, c'est ça. Si il disait ouvertement il ne faut pas voter Rachida Dati, parce qu'autant dire les choses, c'est ça, là je te dirais oui, en effet, là il y aurait même intervention de l'ARCOM. Mais aujourd'hui, en fait, tu peux tenir les propos que tu veux chez toi, même pour un présentateur. En fait, ça, on va dire, comme tu dis, ça relève plus de la moralité que de la légalité. T'es chez toi et en gros, tu découvres. Mais ça, c'est la même chose. En fait, t'es journaliste politique et dans un contexte privé, tu te retrouves à discuter avec n'importe quel parti politique. Et bah, en soi, t'as le droit. T'as le droit. Et l'ARCOM ne peut pas intervenir là-dessus. En revanche, t'es en plateau et tu tiens des propos qui visent à défendre un parti ouvertement ou à ne pas voter pour un parti, là tu es hors du cadre du cahier des charges de la chaîne, et donc là tu peux avoir une intervention de l'ARCOM. J'ai pas dit qu'ils étaient objectifs sur Quotidien et France Inter. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes nombreux à croire que les journalistes sont objectifs, mais les journalistes ne sont aucun journaliste objectif. Pourquoi Quotidien a-t-il été auditionné alors s'ils ne font pas comme C8 ? Alors, il faut savoir que l'audition qu'il y a eu au Parlement n'était pas une audition de savoir si tu faisais les choses bien ou mal. L'audition qu'il y a eu au Parlement était la commission d'attribution des fréquences de la TNT. Dans ce cadre, ils voulaient dresser un bilan de l'ensemble des programmes qui peuvent faire écho dans la TNT. Donc ils ont reçu les patrons de chaîne, les directeurs de rédaction, les producteurs des émissions, les animateurs, pour pouvoir dresser ce bilan-là. Et donc lors de ces auditions, donc poser les questions qu'ils voulaient. Pour inviter quelqu'un, il suffisait de faire partie de cette commission. Et donc comme il y a beaucoup de personnes, notamment du côté Rassemblement National, qui n'apprécient pas Quotidien, ils ont dit on veut recevoir un agent de Quotidien. Mais en soi, c'était comme avec Cyril Hanouna, c'était comme avec les autres, cette audition à l'Assemblée nationale n'avait pas de valeur, c'était pas, on va dire, peu importe ce qu'il pouvait dire à la fin, il ne pouvait pas se retrouver en prison, une amende ou quoi que ce soit. C'était une audition dans le cadre de l'attribution des fréquences TNT, et cette commission, la seule chose qu'elle pouvait aboutir, c'est éventuellement des changements dans la loi. Et la réalité, c'est qu'on a eu la dissolution juste après, et donc elle a couché sur rien du tout. J'avais expliqué, Kader, qu'ils n'étaient pas partisans. C'est quand même drôle l'impartialité de l'ARCOM. Comment peut-on y croire ? Bah parce que c'est des juristes. En vrai, ils travaillent avec des juristes. C'est du droit. En fait, après, que vous ne soyez pas content du droit, c'est toujours drôle. Hein. Vous pensez que le droit, la justice fonctionne mal, il faut changer la loi. Changer la loi, bah, vous votez des nouveaux députés, et ces députés-là vont changer la loi. Mais on ne peut pas reprocher à l'ARCOM de suivre la loi comme elle a été votée en France. Donc, s'ils sont impartials, juste, ils appliquent la loi. À part qu'ils ne veulent pas inviter l'extrême droite, ils assument en plus, c'est normal. Alors, tu passes l'extrême droite, tu penses à Quotidien, bah c'est simple. Quotidien, ils sont refusés lors des meetings de l'extrême droite. Donc, mécaniquement, c'est leur défense, ils disent, non, on ne va pas recevoir. En revanche, dans le cadre du temps de parole, ils sont obligés de montrer du temps de parole de représentants de l'extrême droite, du Rassemblement National et de Reconquête. Pour Momo, sans les musulmans, CNews n'existerait pas. Pour Sanoya, CNews égale immigration théorique. Oula, ouais.
Mais je vois ce que tu veux dire. Macron de droite, c'est pour ça, après, ça dépend où on les situe. Salut, l'amende pour CNews, c'est rien du tout pour eux, ça leur fait rien, c'est pas dissuasif. Alors là, on parle d'amendes qui ont été validées, confirmées. Avec Patrick, on fait ce qu'il faut. Ouais, mais j'en ai parlé beaucoup de cette séquence, et il parle du travail journalistique contre Rachida Dati. Et j'avoue, bah, que la phrase soit maladroite, ok, après, c'est vrai. C'est que s'il dit qu'il fait ce qu'il faut, après, sur le plan journalistique. Maintenant, quand on voit le cadre de cette rencontre qui a été à la base pour se faire engueuler par le Parti Socialiste, je pense que quand on sait que Pascal Pro dîne avec des gens de droite et d'extrême droite et qu'il tient mot pour mot les mêmes propos en plateau, qu'il appelle à voter à droite et à ne pas voter à gauche, je pense que un Pascal Pro est aujourd'hui plus problématique que Thomas Legrand ou Patrick Cohen. En revanche, Pascal Bro, il a le droit de voir qui il veut, et ça fait partie du cadre aussi des journalistes politiques qui, en off, vont rencontrer des personnalités. Bah non, on sait pas on peut se faire filmer partout, Kova Livalo. Tu es sûr avec n'importe quel parti politique tu penses à quoi, Teddy? Je sais pas à quoi tu réagissais. Seriez un peu de gauche, ça m'étonnerait pas. Pourquoi tu penses de ça, Michou? Parce que je parle de faits. C'est toujours marrant quand je parle des faits, uniquement les faits. Je parle vraiment factuellement. Les gens ils disent que je suis de gauche. Donc ça me. Il y a raison, amende et aucune sanction. Salut Trésapi. L'amende pour nous, c'est un. Ouais, je t'ai lu Lyon, c'est bon. Max, non, 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 bien sûr, non. Ici, on est un rassemblement de néo-N, en fait. Donc c'est pour ça. Non, non, là, je fais du journalisme, je fais des faits et je parle juste des éléments concrets de comment fonctionne l'ARCOM. Et après, si ça te plaît pas, bah tu peux partir. D'où les 139 000, bah, je viens d'expliquer des propos qui ont été tenus à l'antenne de CNews. Il faut faire fermer cette chaîne pour toi, Christophe. Ok, ok. Pascal Pro n'avance pas masqué, donc c'est mal, mais c'est très bien en mode hypocrisie. Non, le problème de Pascal Pro, c'est pas qu'il n'avance pas masqué, c'est qu'il n'est pas. Il n'a pas la maîtrise de l'antenne. Il a le droit de tenir ses propos à l'antenne de CNews. Le problème, c'est qu'il y a un seul propos qui est tenu sur CNews. C'est qu'il y a une seule vision, il n'y a qu'une seule opinion. En fait, on va être sur une nuance d'opinion de droite et d'extrême droite. Il est là, en fait, la problématique. Que en soit, qu'ils aient ces opinions, c'est pas problématique, c'est pas un souci. Mais le présentateur a un rôle de médiateur et ne doit pas prendre parti dans le débat. Et en fait, c'est là où ça devient plus compliqué. C'est quand le présentateur prend lui-même parti dans le débat, voire même va reprendre des gens en disant il faut penser comme ça. Et ça devient plus problématique. Donc, en soi, on ne lui reproche pas ce qu'il pense, on lui reproche d'imposer ce qu'il pense. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ça changera quoi sur les médias? Bah, dans leur programme politique, on a une privatisation du métier de l'audiovisuel du service public. Donc on aurait du coup plus de service public qui serait là. Ensuite, on sait qu'il retirerait éventuellement certains avantages qu'ont aujourd'hui les journalistes. Maintenant, après assez de programmes, l'application, ce qu'ils font, ça après, je ne sais pas ce qu'ils vont faire exactement. Mais voilà, ce qu'on a. Ensuite, le truc, c'est qu'on sait que Marine Le Pen n'apprécie pas tous les journalistes. Elle sélectionne, mais comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon aux universités d'été, hein, sélectionne certains journalistes qu'il n'apprécie pas. Et donc, mécaniquement, on pourrait se dire que certaines presses ne pourraient plus exister demain. Mais ça, après, on est sur du si. Pour le moment, elle n'est pas au pouvoir. Et ce qu'on sait, en tout cas, c'est que certains médias vont fermer si elle arrive au pouvoir parce que c'est en son programme. Bah, ouais, alors, je dirais pas que c'est news et objectif, Sergio. Je dirais pas que c'est des vrais journalistes, mais t'as le droit de regarder. En tout cas, sont pas tous de vrais journalistes, puisque quand ceux qui débattent autour du plateau sont pas tous journalistes. Nolo est de gauche et il est avec CNews. Ah, ça va être toujours comment alors, la question est en quoi Eric Nolo est de gauche encore aujourd'hui?
Il y a du débat sur CNews et pas que à droite. Si, quand même. Quand même, Pandora. Soyons honnêtes. Je regarde beaucoup. De toute façon, on va changer de sujet après, mais... Non, ouais, je vais pas revenir sur l'arrêt de C8 parce que ça a été dit, redit, re-redit, re-redit. Oh, il y a Miley qui est arrivé. Redit, et re-redit, et re-redit, et re-redit. Donc ouais, j'en parlerai pas. Parce que bon, la fermeture C8, exactement, Gum, c'était du factuel et je pense que bon, au bout d'un moment. Le succès de ces news, c'est cet ingrédient aussi où tu as beaucoup de perso. Non. Le succès de ces news, il est tout simple. Et ça, je l'ai expliqué déjà la dernière fois. C'est le fait de parler à un public qui représente une grosse partie de la population aujourd'hui. Alors, est-ce que l'ARCOM est impartial? Bah, en tout cas, ils essaient de l'être. Ils essaient de l'être. Je suis pas dans les petits papiers, mais en tout cas, moi, j'estime que ils prennent des décisions et les décisions, ils les justifient. Donc, c'est des décisions qui sont justifiées et c'est expliqué à chaque fois. Ils sont excusés tout à l'heure à l'antenne, Bilal, ou pas? Tout à fait, Julien, tout à fait. Jean-Luc Mélenchon a refusé uniquement les journalistes qui ont écrit sur la meute. Mais c'est quand même refuser des journalistes. Qu'on le veuille ou non, c'est refuser des journalistes. C'est intéressant, ça, c'est justement pas le but d'une chaîne de télévision. De quoi? D'avoir qu'une seule opinion? Ok, ah c'est marrant, je vais voir tout à l'heure. Bon, on va changer de sujet. On va parler maintenant de quelque chose qui a fait énormément parler ces derniers jours. Donc visiblement, ils se sont excusés à l'antenne. Les erreurs d'une journaliste de France Info face à Manuel Bompard. En effet, de s'adresser à une majorité de Français. Ouais, mais le but de s'adresser à une majorité de Français, c'est ne pas assouvir les fantasmes de ces Français-là avec une seule opinion. Si on devait tous penser de la même manière, bah on sait exactement où on est. Ça s'appelle une dictature. Si si tout le monde doit penser de la même manière, la même chose. Donc, s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de débat d'idées, de confrontation d'idées, Miguel, bah, typiquement, ils font pas leur travail. En tout cas, en France, on n'a pas le droit d'avoir qu'une seule opinion comme celle-ci. Et donc, on verra le jour où l'ARCOM aura une décision, ce qu'ils diront. Oui, tout à fait. Bon, on est d'accord, Julien. Toi, tu n'aimes pas CNews Normalito. Ah non, mais ils se sont excusés par rapport au graphique. Ah, ok, d'accord. Parce que là, on va parler uniquement déjà de l'interview. On va écouter l'interview au fur et à mesure, parce que c'est vrai que la séquence était quand même assez dingue. Donc Manuel Bompard était l'invité de Questions politiques dimanche sur France Info. Et donc sur France Info, Alex Bouillaguet a reçu Manuel Bompard. Manuel Bompard, qui est du coup dirigeant de la France Insoumise, et ils se sont retrouvés à faire une interview entre Alex Bouillaguet et lui. Le souci, c'est que Alex Bouillaguet a tenu à poser des questions basées sur des éléments qui n'étaient pas factuels. Donc moi, j'ai fait tout le travail aussi derrière. C'est-à-dire qu'en direct, Manuel Bompard, pour le coup, était plutôt bien préparé et a su y répondre. Mais par contre, on peut se poser la question de comment on en arrive sur le service public, d'autant plus le service public. C'est-à-dire que le service public, on a une attente encore supplémentaire à avoir des propos qui ne sont pas vérifiés factuellement et que tout à chacun peut faire, mais que le journaliste peut faire et que France Inter a fact-checké sur son propre site. Sur France Inter, ils ont fact-checké les propos de leur propre journaliste sans s'excuser, en disant en gros, ce qu'elle a dit, bon, c'est pas exact. Ce qu'elle a dit, c'est pas exact. Et en fait, ça paraît assez fou. Merci Roberto. Bah Sergio, tu aimes ce que tu veux. Hein. Tcha. Et donc du coup, on va se l'écouter. Alors, évidemment, vous ne pourrez pas la voir parce que sinon, ça va me bloquer. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada en clair. Il a repris déjà, voilà. En fait, dès le début, j'ai la séquence dès le début. Il a repris le slogan mondialiser l'intifada.
Alors ça, ce truc, il a été fact-checké très très vite. Au tout début, on lui a parlé de ces choses-là. Il était très mal à l'aise parce qu'en fait, il s'est retrouvé. On parle, ah oui, important, on parle du nouveau maire Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York, qu'on accuse de tous les noms à côté. Et donc, c'est toujours important d'avoir les faits pour accuser quelqu'un de telle ou telle chose. Et donc, premier élément, on l'accuse de dire, d'avoir tenu un slogan qui veut mondialiser l'intifada. Premier élément, ce qu'elle dit est faux. Il ne l'a jamais tenu dans sa bouche. Ça a été tenu par des gens lors d'une manif où il était présent. Il l'a d'abord, en effet, botté un peu en touche au début pour ensuite dire ce n'est pas les mots que je veux utiliser, ce n'est pas le dialogue que je veux, et je pense que c'est problématique de tenir ces propos-là. Donc, première réponse sur ça, elle utilise. Bonne soirée Teddy, à la prochaine, bon courage. Donc, premier élément, ça va pas. Ensuite, on continue. Faire la guerre aux Juifs par... Intifada, ça veut dire faire la guerre aux Juifs. C'est faux. Intifada en arabe, et ça pareil, je suis parti vérifier. Je ne parle pas arabe. Je suis parti vérifier sur internet. 2, je suis parti demander à des amis qui, eux, parlent arabe. Et ça veut dire, et reprenez-moi dans le chat si je me trompe, hein, pour ceux qui parlent arabe, mais intifada, ça veut dire une révolte populaire, il n'y a plus le terme, mais c'est pas une insurrection. Et donc du coup, c'était associé en effet au peuple palestinien lorsqu'ils ont contesté la colonisation de certains territoires par l'armée israélienne. Donc, on est très loin de on veut s'en prendre aux juifs partout dans le monde. Merci les filles. J'ai bien fait mon bail, je suis bien la source. Hein. Soulèvement populaire. Tout dans le monde, et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que... Quand on lui demande de condamner le 7 octobre, il répond que c'est le... Alors, ça pareil, quelques jours après le 7 octobre 2023, il a dit que c'était monstrueux, il a dit que c'était très grave, et en effet, il a aussi condamné la riposte israélienne, et même récemment, le 7 octobre 2025, il a redit que ça avait été quelque chose d'horrible ce qui s'est passé le 7 octobre 2025, mais il tient à rappeler tout ce qu'a fait l'armée israélienne sur les civils palestiniens. Donc il a tenu, on va dire, la ligne la plus équilibrée. Et donc, forcément, réponse, parce que là, il y a eu beaucoup, voilà, j'ai fact-checké, et j'ai même repris le fact-checking de France Inter, hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà comment répond Manuel Bompard, parce que du coup, c'est du pain béni pour lui. Ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien... Comment vous traduisez ça, hein? Dites-moi, comment on traduit? Bah, en fait, sœur, t'avais juste à taper sur Google, hein. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il a repris à son constat. Si. Il ne l'a pas utilisé. Pas récemment. Non, mais alors là, on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Genre, journalistiquement, si t'es pas sûr de toi, tu ne peux pas foncer. Si t'as pas... Là, on est sur des interviews politiques, des interviews qui sont écoutées, qui sont suivies, qui sont essentielles. Journalistiquement, là, elles portent aussi, quand les journalistes politiques ont fait ce type d'interview, elles portent toute une profession sur ses épaules. On doit préparer ces questions-là et être sûr. C'est-à-dire que si on te dit que c'est faux, tu dois être en capacité de citer la date. Moi, je prends des notes, voilà, pour ce que je dis ce soir. À chaque fois, je prends des éléments. Tu ne peux pas, journalistiquement, mais tu nous engages tous. Tu m'engages moi. Et moi, j'aime pas faire ça. J'aime pas reprendre des confrères, des consoeurs. C'est nul. Et d'ailleurs, je veux même pas prendre... Enfin, vous le savez, je veux pas prendre parti pour un parti. Et j'aurais fait la même chose si ça avait été envers un autre parti politique, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Je t'interviewe, tu vas pas me dire des dingueries, tu veux qu'on ait un échange sur le fond. Exactement. Et puis, s'il y avait... En fait, le truc LFI, tu vois, c'est que s'il y avait des éléments qu'on va dire controversés, mais moi, je les aurais bétonnés. Parce que
si j'ai un politique face à moi, je sais que l'homme politique, il va se défendre, il peut utiliser la langue de bois, il peut trouver des entourloupes, il peut botter en touche. Mais moi, mon travail journalistique, c'est plus j'ai des faits avec moi, plus j'ai bossé, plus j'ai une déontologie, plus la personne que j'interviewe face à moi ne peut pas me mettre en péril. Ne peut pas me mettre en péril. En soi, le politique, il peut même dire ce qu'il veut, mentir et tout. C'est, on va dire, c'est le jeu. Mais si le journaliste en face n'a pas bossé, n'a pas travaillé, ne s'est pas intéressé, ne s'est pas documenté. Mais quelles sont des fiches, hein. Franchement, c'est pas honteux d'avoir des fiches devant soi comme j'ai devant moi. Comme ça, en gros, tu me poses une question, je fais attends. Tel jour, il a dit ça. Tel jour, il a dit ça. C'était à telle manifestation. Là, le politique face à toi, tu peux le reprendre. Que ce soit Manuel Bompard, que ce soit Macron, que ce soit Gabriel Attal, que ce soit Olivier Faure, que ce soit Marine Le Pen ou Bruno Retailleau, tu prépares tes copies avant. Parce qu'on ne peut pas se retrouver piégé lors d'une interview où on nous fait, enfin vous vous rendez compte, c'est un homme politique qui lui fait un fact-checking et journalistiquement, tous les journalistes vont être d'accord avec l'homme politique et pas avec la journaliste et que même le site de France Inter vient débunker sa propre journaliste. On n'a plus de journalistes, on a juste des mecs payés par des milliardaires. Bah là, c'est le service public, donc c'est même pas des milliardaires, c'est nous. Donc la sanction, alors, il n'y en aura certainement pas. Pour le moment, rien n'a été annoncé, Miguel. C'est trop souvent un média de tous bords. Ça, j'avoue, j'ai kiffé le fact-checking de Bompard. J'avais pas quand de toute façon, le fact-checking est très bon. Hein. Et on lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs... Elle va revenir avec une fake news. Ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France Insoumise depuis des mois et des mois, de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne pas condamner le 7 octobre Voilà. Et ne pas condamner le 7 octobre. Mais comment tu peux arriver en plateau? Mais moi, en fait, si je veux me le faire, salut Varda, ouais. Si je veux me le faire, mais moi j'ai la date où il ne condamne pas le 7 octobre. J'ai les faits. C'est que j'ai le politique devant moi, je lui dis mais ça arrivait telle date. Mais là tu l'attrapes avec le Hamas. D'ailleurs je déteste entendre le Hamas. On va toujours dire ça se dit le Hamas, pas le Hamas. Le Hamas c'est c'est lunaire. Salut chérie. Lunaire. Donc elle relance sur le 7 octobre. Il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon, vraiment... Alors, une information exacte. Même Bompard, il a la peine pour elle. Madame, s'il vous plaît. Vas-y. Non mais, c'est pour vous, je dis ça, je vais pas vous mettre... Là, je vous aimais bien à la base. Pourquoi vous faites ça? Il lève des fonds pour l'UNRWA. Ah oui, l'UNRWA, j'ai oublié l'UNRWA, incroyable. Agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Avec le Hamas. Ça, c'est pas un problème aussi. L'UNRWA. Ça, c'est pas un problème aussi. Non, mais vraiment, t'as l'impression, elle était venue pour se le faire. Hein. Sauf que pareil, pas assez travaillé, ça se cadenasse. Oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Il y a même une enquête faite en Israël pour dire qu'il n'y avait pas de lien entre l'UNRWA et le Hamas. La réalité, c'est quoi? C'est que très rapidement après le 7 octobre, on accuse l'UNRWA, une branche de l'ONU, qui vient en aide aux civils palestiniens pour les nourrir notamment. On les accuse d'être proches du Hamas. Il y a une première suspicion, même au sein de l'ONU, ils le disent, au sein de l'ONU, on est en 2023 ou 2024, je ne sais plus, il y a une suspicion de dire à 7 membres de l'UNRWA qui pourraient être proches du Hamas. Sauf qu'après enquête de la Cour internationale de justice, Israël n'a pas été en mesure de montrer une seule preuve indiquant un lien entre le Hamas et l'UNRWA, malgré le fait qu'il y a eu ces accusations en effet. Mais sauf qu'il n'y a aucune preuve aujourd'hui qui le montre. Donc dire que c'est le cas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et donc cette enquête, mais je vous dis, il y a même une enquête en Israël qui a montré qu'il n'y avait pas de lien. Ça devient difficile. Et donc, du coup, que c'est repris maintenant dans un but de s'en prendre. Et ça va encore plus loin parce que, en effet, la France et les États-Unis financent, et beaucoup d'autres pays européens, démocratiques, etc.,
finance l'UNRWA. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame ? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc, s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser ? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Manuel Bompard, on va aller... Allez, on va aller sur autre chose. On va parler... qu'est-ce qui se passe là actuellement? Oh, super, un attentat. Non, mais vraiment... tous des menteurs. Ok. Bompard est toujours là à les éteindre. Miguel, tu l'as contacté. Contacté qui? Tu voudrais avoir l'avis de qui? De Alix ou de Bompard? Un génie pour toi. Tout l'Occident soutenu. Famine, ouais. Et donc, comme vous avez certainement suivi... Non, mais à France Info, ils enchaînent. Hein, ils enchaînent. Putain, je les mets... ça me fait mal au cœur, hein. Alix, ah ouais, non, mais je crois qu'elle répond à pas grand monde, là, actuellement. Il y a eu ça, évidemment. Voilà. Il y a eu ça. Et ceci. Ah là là, un classique. En fait, c'est fou, parce qu'ils... Je pense... Faut savoir que... Ça me fait sourire, parce que depuis la rentrée, on va dire que l'info de France Télévisions est vraiment dans le viseur politique et médiatique. Vraiment. On s'en est beaucoup pris à Léa Salamé. Léa Salamé, elle a pas fait ces conneries-là. Vraiment. Léa, on s'en prend plus sur la forme, mais sur le fond, en fait, ça va. Mais là, France Info, depuis la rentrée, il y a un vrai souci. Et même avant toutes ces affaires, Delphine Ernotte avait décidé de restructurer l'ensemble de France Télévisions parce qu'elle trouvait que France Info, ça partait en coucougnette. Et donc, l'information, elle devait retourner sous la direction de son numéro 2, Stéphane Simon-Gomez. Et donc faire de Alexandre Cara un peu être sous-jacent. C'est à peine arrivé, ça n'a même plus le temps d'arriver, que on a eu l'interview d'Alix Bouillaguet, donc du coup, là, indéfendable, mais surtout, ce graphique erroné, et là on est vraiment sur la base de la base. Ça change de CNews, c'est rafraîchissant. Ouais, moi c'est quand... De toute façon, les gars, je vous ai toujours dit, je parle quand il y a des choses à raconter. C'est juste ça. Moi aussi, ça me fait de la peine pour le service public. Voilà, complètement chéri. En 50 ans de vie, je n'ai jamais eu autant ressenti cette manipulation médiatique. Après, avant, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas la puissance aussi de cette connexion qu'on a tous ensemble. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a une interview comme avec Bompard, et ben on ne le voit plus. Voilà, c'est pas repris forcément sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mouvements, de vidéos qui sont reprises. Vous n'avez pas sur la chaîne TikTok de Florent Guadalupe pour avoir la séquence et l'avoir analysée. Donc forcément, il y a tout ça qui est pris en compte. Comme vous le dites, le stagiaire l'est peut-être un peu trop. Et encore, c'est pas le stagiaire. Hein. Alors, ce graphique, comment on est arrivé là? Ce graphique a été présenté lors d'une interview ce lundi, tenue par Sonia Chironi et Nathalie Saint-Cric. Sur France Info, à 19h, ils recevaient Xavier Bertrand. Et donc, ils se sont dit, on va aller chercher un sondage dans lequel est présent Xavier Bertrand. Il se trouve que le sondage de l'Institut Elab... T'es fort, toi, c'est dommage que tu doives te contenter d'une petite centaine de... Oh, t'es gentil et méchant à la fois, Olivier Ben. Alors déjà, il n'y a pas que des gauchos dans mon public. Il y a tout le monde. Tout le monde est accessible ici. Mais là, je suis un problème. Tout le monde tout le monde peut venir ici, tant que on n'est pas dans l'insulte et dans l'attaque. C'est tout. Mais après, tout le monde peut venir débattre. Et donc, il y a ce sondage Elab qui s'intéresse aux intentions de vote au premier tour de l'élection de 2027. Et donc, il y a eu plusieurs, on va dire, possibilités pour les sondages. Donc, ils sont partis chercher le sondage où avait été testé Xavier Bertrand. Salut, pourquoi? Où avait testé Xavier Bertrand. Et donc, il présente le sondage pendant que Xavier Bertrand parle. Donc, en vrai, je ne sais même pas si à l'antenne, Xavier Bertrand voit ce sondage. Il ne le sait même pas. Mais le téléspectateur, il le voit. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Eh bien, on voit déjà que Jean-Luc Mélenchon est crédité à 12% et quasiment à égalité avec François Hollande, crédité à 6,5%.
Encore plus problématique, Xavier Bertrand est crédité à 5,5% et il se retrouve bien plus haut que Marine Tondelier qui est aussi à 5,5% et se retrouve au-dessus d'Éric Zemmour qui lui est à 6%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, Olivier, ça t'intéresse pas, tu peux partir. Déjà, ils nous ont sorti Xavier Bertrand au souffle. Après, voilà, Xavier Bertrand, c'est candidat et candidat. Le 2 à côté de Hollande, c'est une dinguerie quand même. Ouais, mais en fait, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer deux choses. L'erreur et comment ils sont arrivés à cette erreur. Les conséquences de cette erreur, ce qui arrivera à cette erreur. Attendez. Par contre, j'ai prévenu qu'ici on s'insulte pas, on se parle pas mal. Donc, regardez. Il a compris, vous l'avez vu, bah vous l'avez vu. Le rédacteur en chef doit démissionner. Bon, en tout cas, il y a eu en effet une réponse, des excuses par rapport à ça, parce que là, on va dire, on est sur une nouvelle juridiction. Parce que, ouais, il y a une juridiction pour les sondages. Il faut savoir ça, une juridiction pour les sondages. Ils ont voulu gauche-droite classer. Alors, pourquoi il y a une explication. Pourquoi est-ce qu'on arrive avec ce sondage-là? En fait, ce sondage-là correspond à un autre sondage qui vient de l'Institut ELAB, mais avec une autre proposition de candidat. Et c'est là où on en arrive à une différence parmi les candidats qui sont proposés. C'est-à-dire que il y a un autre sondage, une autre proposition d'ELAB qui propose d'autres candidats. Cette autre proposition, France Info l'avait déjà utilisée et avait utilisé celui-ci. Sauf que pour l'arrivée Xavier Bertrand, ils ont décidé qu'ils allaient reprendre le même graphique qu'ils avaient fait auparavant et juste changer les noms et les pourcentages. Certainement en pensant que le pourcentage, les barres allaient évoluer. Sauf que les barres n'ont pas évolué et ça pose problème. Parce que le sondage qui est présenté ici, si on retire tous les chiffres, correspond en fait au sondage où ce n'est pas François Hollande qui est testé, mais c'est Raphaël Glucksmann, qui était du coup, je crois, à 11 ou 11,5. Et ce n'est pas Xavier Bertrand qui est testé, c'est Bruno Retailleau, qui était beaucoup plus élevé. Et donc, Zemmour est en dessous et Tondelier est en dessous. Et donc, c'est ce sondage-là, c'est ces barres-là qui correspondent, en fait, à cette présentation-là. Et ils ont juste modifié les chiffres et les noms. Mais donc, du coup, la présentation est erronée. J'y crois, des sondages 2 ans avant, c'est jamais les bons. Alors, complètement. Important de savoir, les sondages ne représentent qu'une photographie à un instant T. Il n'y a toujours pas eu la grande campagne qui est passée, et il manque énormément de mouvements à avoir encore sur cette campagne-là, donc il y a beaucoup de choses à attendre. Donc oui, ça n'indique pas ce qui va se passer dans 2 ans. C'est un état des lieux de la France d'aujourd'hui. Oh, t'es trop gentil, Greg de J, t'attends toujours mes publications. Cœur sur toi. Ils n'ont pas relevé à l'antenne, pas de contradiction, donc allez bim, l'ARCOM ou pas. Ah, je vais t'expliquer tout ça, Miguel. Je lis juste les commentaires, parce qu'après les gens vont dire « Ouais, tu ne lis jamais !» La seule info dans France Info, c'est dans le titre. J'y crois pas dans les sondages, 2 ans, ouais. Le sondage, c'est l'IA Canva qui l'a fait, oui. Non, mais je pense en fait, ils ont repris un truc qu'ils avaient déjà fait. Et tout l'institut de sondage appartiennent à des milliardaires. Oui, en effet. En même temps, ça coûte de l'argent faire des sondages. Hein. Surtout, il faut savoir quel public a été sondé. Alors ça, le public, ça a été présenté et c'est représentatif de la population, pour le coup. Pour le coup, l'institut de sondage, il a été fait dans les règles, vraiment. Il faut savoir... tac. Maintenant, qu'est-ce que risque France Info? Eh bien, en fait, il y a 2 institutions qui rentrent en jeu. On va parler de la première, celle que tout le monde connaît, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'ARCOM. L'ARCOM peut intervenir parce qu'il y a ici manquement à l'honnêteté et la présentation des faits. Concrètement, un public qui tombe sur ce graphique peut se faire tromper par ce graphique et se dire « Ah bah, si on regarde pas très bien les chiffres, le PS est plus ou moins au même niveau que LFI. » Ou que Xavier Bertrand, il est plus haut que Éric Zemmour et que Marine Tondelier. Et donc, ça fait quoi? Ça vient modifier la perception d'un fait, d'une réalité. Et l'altération d'une perception de fait peut donc conduire à une intervention de l'ARCOM. Et il y a beaucoup de chances que l'ARCOM intervienne pour cette séquence. Je le vous dis, il y a des grandes chances que ça arrive. Non, c'est pas Bolloré qui fait tous les sondages. Il a que la CSA, je crois, c'est ça. Je vois bien Retour Sarkozy 2027. Alors là, c'est autre chose, il y a d'autres débats. Ensuite, donc du coup, il y a ça. Et il y a une autre institution qui s'appelle la Commission
des sondages. Cette commission des sondages, elle agit uniquement à partir de la loi relative aux études d'opinion publique, donc qui représente aussi à l'ensemble de la politique. Et donc, cette commission, elle a pour travail d'aller vérifier si le sondage a été bien réalisé, si le sondage a utilisé les bons chiffres, a toute la bonne présentation, et s'il y a une bonne utilisation de ces sondages. Et donc, mécaniquement, si un sondage est mal présenté, la commission des sondages peut être saisie. Oui, c'est vrai, t'as raison, hein, Miguel, t'as raison. Et donc, la commission des sondages peut être saisie, et à ce moment-là, elle peut obliger France Info à lire un texte à l'antenne pour préciser que son graphique était erroné, en montrant le vrai graphique, mais, et ça c'est jamais encore arrivé aujourd'hui, peut infliger une amende allant jusqu'à 75 000 euros. Voilà. Il peut y avoir une amende jusqu'à 75 000 euros pour un graphique erroné. Maintenant, France Info donnera tous les éléments qui ont conduit à l'échec de cette séquence-là, et peut-être que la commission de sondage sera plus clémente et leur imposera simplement de tenir un message à l'antenne. Donc voilà. Donc tout ça, c'est possible, mais évidemment, c'est ça à attendre. Maintenant, est-ce que... Alors, j'ai juste lire... Ouais, c'est ça. Oui, c'est un meuble aussi, t'as raison, Cookie. Le plus triste, c'est qu'au mieux, c'est de l'amateurisme inacceptable. Au pire, c'est de la propagande. Je miserais quand même sur l'amateurisme, parce qu'en plateau, ils ne réagissent même pas au sondage, ils ne le montrent pas, ils ne le commentent pas. Il vient illustrer. Et en fait, quand on fait de la télévision, ça, c'est un chef d'édition qui décide de mettre les bandeaux, de mettre les panneaux. Et quand on fait l'interview, quand on est en plateau, on ne se rend pas forcément compte de comment l'antenne est habillée. Donc ça aussi, ça a du sens. Donc forcément, à l'antenne, ils ne sont pas forcément conscients. Mais normalement, ils devraient s'en rendre compte. Ils auraient dû s'en rendre compte. Ils auraient dû envoyer un message à l'antenne, s'excuser en direct. Et s'ils s'excusent en direct en disant qu'ils le modifient, il n'y a même pas d'affaire. Hein. Peut-être la commission de sondage, mais même l'ARCOM pourrait ne rien faire, ne rien dire. Peut-être ils ont essayé de faire un arc-en-ciel. Ouais, ils l'ont mal fait. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que avant, ce qui était... ce qui est devenu noir, c'est Éric Zemmour, quoi. Voilà. L'ARCOM est machin qui est... Non, j'ai déjà parlé tout à l'heure, Bob, j'ai pas répété. Quand Kelly a dit qu'il n'y a pas d'extrême droite, c'est autorisé d'informer à ce point-là. Christine Kelly. En vrai, après, ça relève de la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression. L'ARCOM est public, donc ils vont pas toucher aux chaînes publiques. Si, ils peuvent toucher aux chaînes publiques. Si, don de Dieu, c'est faux ce que tu dis. L'ARCOM peut intervenir sur les chaînes publiques, bien sûr. Est-ce que le journaliste a été suspendu comme celui qui a parlé d'otages palestiniens? À ce stade actuel, au moment où je vous parle, France Info n'a pas communiqué sur quelconque suspension de la part de l'interview d'Alex Bouillaguet ou de ce graphique présenté à l'antenne. Maintenant, il y a eu en effet un précédent dans l'histoire, puisque en 2020, en 2021, Pascal Praud a présenté un sondage à l'antenne dans lequel il indiquait que Éric Zemmour était en hausse, alors que c'était faux, mais surtout, quand on faisait les totaux de l'ensemble des candidats présentés, ça dépassait 100, donc ça ne pouvait pas faire plus de 100. Donc forcément les chiffres étaient erronés et donc l'information était erronée. L'ARCOM est intervenu, a mis une mise en garde puisque c'est la première fois qu'ils ont fait une erreur de présentation de sondage, et la commission des sondages uniquement les a interpellés, les a rappelés à l'ordre et leur a demandé de lire un message à l'antenne pour présenter et expliquer. Ouf, Twitter, ta réaction de Bompard? Ouais, bon après... Sur le graphique, il y a eu aussi la réaction d'Éric Zemmour. L'amende par com, en quelque part, c'est un piège. C'est qui paye? Qui m'a offert? Merci Poppy, c'est super gentil. Alix, compagne de Puladas, a-t-elle été virée? Non, personne n'a été viré. Maintenant, la vraie question, c'est de se demander qu'est-ce qu'ils font France Info là? Qu'est-ce qui se passe? Moi, là, maintenant, j'ai une vraie réflexion de fond, donc on va dire plus de l'opinion. J'ai une vraie question de me dire, qu'est-ce qu'ils font de France Info? C'est-à-dire, la chaîne, non seulement elle n'a pas d'audience, mais en plus, elle devient une caricature de chaîne d'information. Et donc, on en arrive au stade où
à quoi elle sert? Est-ce que c'est pas le moment de la débrancher? Vraiment, ça, je me pose cette question. Parce que si France Info avait pris un chemin complètement différent, à avoir une ligne éditoriale, bah, je pourrais la défendre. Vous dire, c'est le service public, ils prennent des décisions, ils font des choix d'opinion, etc. C'est des choix particuliers, mais qui vont être différents de l'ensemble des autres offres. Aujourd'hui, il y a des erreurs, mais en plus, ils ressemblent à ce que font les autres, et en copiant la concurrence, en faisant une moins bonne audience. Là où LCI a su se différencier. Putain, ça sent la clope, là. On clope dans mon appartement, c'est très bizarre. Donc, forcément, ça pose des questions sur à quoi va ressembler demain France Info, quel est le but de tout ça, et c'est plutôt inquiétant. Ah bah non, on peut pas dire une chaîne de gauche, vu que visiblement la gauche n'est pas contente contre France Info. Don de Dieu. Miguel, ah bah voilà, il relance France O à la place, et bingo, hop, 30 millions d'économisés. Bah je crois en plus c'était le projet. Hein. Si cet amendement passe, ça serait incroyable. Non, c'est faux. Non, c'est pas une chaîne de désinformation, par contre, France Info. Ça n'a pas toujours été une chaîne de désinformation. Ce que tu dis est complètement faux. Les voir comme influenceurs règle le problème, ces pseudo-journalistes. Et ouais. On va parler du dernier sujet, qui est un sujet, on va dire, d'actualité, qui va faire beaucoup parler. Les chaînes qui vont hommage au 13 novembre 2015. Supprimer France Info par le média. Après, le média, ils n'avaient pas forcément non plus les structures financières pour pouvoir tenir. Donc, c'est toujours difficile de faire des choix comme ça, aussi rapides. Donc, ce 13 novembre 2015, c'est l'erreur de vouloir faire du CNews, il court de fou vers ça quand même. Et c'est dommage, parce qu'en vrai, vouloir copier une chaîne, tu seras toujours moins bon que ce que tu veux copier, vraiment. Les gens vont toujours préférer l'original à la copie. Donc c'est pas la bonne stratégie pour France Info, et je trouve qu'ils devraient vraiment prendre leur couloir à eux et créer même des formats un peu inédits, mais pas essayer de faire du copier-coller de ce qui se fait ailleurs, parce que je trouve ça à la fois décevant et dérangeant. Donc, je reviens, le 13 novembre 2015, c'est les 10 ans de l'attaque à Paris et à Saint-Denis. Donc toutes les chaînes vont proposer un dispositif inédit, un dispositif qui va être ultra important. Dès ce soir, on a eu du coup un doc animé par Julien Belvert sur TMC, revenant sur la génération du 13 novembre. Sur W9, on a eu aussi le minute par minute dédié au 13 novembre 2015. Dès ce jeudi, on aura des déprogrammations en access dès le début de l'après-midi pour les cérémonies d'hommage, des émissions spéciales. Donc il n'y aura pas de Starac, il y aura toutes vos émissions qui vont sauter d'Access. On aura un prime time spécial aussi, que ce soit sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur France Info, sur LCI, sur CNews, ils en parleront évidemment. Hein. Donc tout ça, salut Franjo, salut McFly. J'espère qu'on n'aura pas du François Hollande, du Valls. Il y a des grandes chances qu'on retrouve François Hollande, Manuel Valls, qui seront présents. Bernard Cazeneuve aussi, qui était aussi le ministre de l'Intérieur de l'époque. Sur BFM, ils ont déjà commencé sur BFM Dimanche. Ouais, et puis on l'a vu là ce soir, des docs. On verra d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir l'audience demain des magazines sur TMC et W9 pour voir s'il y a une attente, si les gens veulent quelque chose. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez important. Moi, j'étais encore étudiant à l'époque. Salut Lio, la menace. Et c'est aussi l'occasion de... je sais pas comment vous l'aviez vécu le 13 novembre. Pour moi, ça avait été clairement une bascule dans mon quotidien. Dans mon quotidien, ça avait été extrêmement particulier. Le 13 novembre, on l'a vécu. Salut Josie, Pop. Je suppose que tu veux me dire. On l'a vécu et ça avait chamboulé. Alors moi, je me souviens. Moi, j'étais en première année d'école de journalisme en 2015. Je suis arrivé en 2014-2015. Déjà, on a Charlie Hebdo le 7 janvier, avec tout ce qui suit derrière. Donc, journalistiquement, en tant que jeune étudiant en journalisme, il y avait quelque chose de fascinant. Ensuite, moi, je me retrouve... Je vais vous raconter une anecdote qui est assez folle.
Comment qualifiez-vous la mise en avant de certains sujets plutôt que d'autres? Des choix éditoriaux, hiérarchisation de l'information. C'est des choix éditoriaux, lignes éditoriales des rédactions. Moi, j'étais avant même d'être à Pure Média, j'étais en stage à Public Sénat avec Sonia Mabrouk. Et Sonia, on est en septembre 2015. Ouais, c'est ça, septembre 2015. Sonia reçoit Marc Trévidic. Septembre, octobre. Ah, j'ai peut-être fait octobre. Non, septembre. Elle reçoit, ouais, l'anecdote du F. J'ai bossé pour Sonia Mabrouk, on était à Public Sénat et on a reçu le soir dans son émission le 22h. Ouais, tu te rappelles, Hello, je vais raconter l'anecdote. Je vais terminer par l'anecdote dans ce live. Les gens aiment bien mes anecdotes. On termine un soir et on reçoit Marc Trévidic, donc juge antiterroriste. Et Marc Trévidic dit, c'est un des premiers, hein, et c'est d'ailleurs chez Sonia Mabrouk qui dit ça en premier sur Public Sénat dans l'émission de 22h. Il lui dit, il y a un risque actuel imminent d'une attaque terroriste islamiste. Et elle lui dit, mais comment c'est possible? Personne n'en parle. Parce qu'on pensait vraiment que c'était fini après Charlie. Et lui dit, vous ne vous rendez pas compte, si c'est pas dans un mois, c'est dans 2 mois ou dans 3 mois. Mais nous le savons, tous les éléments, on les a. Vraiment. Ouais, je sais, mais bon, pour le moment, ça va. Mais, et donc moi, je me rappellerai toujours, on avait débriefé avec Sonia qui me disait, c'est fou, il se passe quelque chose. Et donc on voyait un peu, ça commençait à arriver un peu dans les rédactions. Moi, je quitte Public Sénat début octobre, à mon grand regret, parce que j'avais adoré, pour être assez honnête, hein, j'ai adoré... Ah, vous avez reçu un message? Vous avez reçu un message? Non, ça va. Mais vous avez reçu un message ou... Ah, ok, t'as rien pour l'instant. Et donc moi j'ai adoré, donc je suis parti travailler pour Pure Média. Et Pure Média, je suis stagiaire. Et donc au bout d'un mois, on arrive, on est le vendredi 13 novembre. Comme est annoncé ce 13 novembre 2015, il fait extrêmement chaud. Et moi je pars, ouais, pour sécuriser. Et moi je pars avec 2 amis à moi, on va dire, il fait beau, il fait chaud, on va sortir dans Paris. Et donc, on va un peu partout en Paris. On va à Châtelet, tous les bars sont pleins. On va dans l'Est parisien, tous les bars sont pleins. On se dit, on va aller dans le 5e. On va rue de la Place, rue Mouffetard, c'est ça? Rue Mouffetard. On arrive dans un bar. J'arrive, je vois la télévision, match de football France-Allemagne. Ok, sur TF1. Moi, je descends, on va dans la cave, parce qu'il y avait une cave. Je ne captais plus rien. On commande les bières. On arrive avec une bière sur la table. Et je vois mon téléphone. Sur mon téléphone, je vois 5 appels manqués de ma sœur. Moi, il faut savoir, je reçois beaucoup d'appels. Quand je sors avec mes copains, je dis, bon, je vais les rappeler plus tard. Ils ont qu'à me laisser un message. Et là, l'un de mes potes, qui s'appelle Lucas, me dit, alors qu'il ne l'a jamais fait de sa vie, il ne l'a jamais refait. Il m'a dit, tu montes à l'étage, tu vas capter, t'appelles ta sœur. Je lui dis, pourquoi? Pourquoi tu veux que j'appelle ma sœur? C'est bon, on a galéré toute la soirée à trouver un bar. J'ai enfin ma binouse. Tu me laisses en profiter. Donc, j'ai la bière comme ça, je suis posé. Et il me dit, tu montes. Donc, je fais quoi? Je monte. Donc, je passe devant la télé, encore le match de l'équipe de France. J'appelle, et là, j'entends, salut, ça pète ici, c'est là, truc, mitraillette, tac, tac, tac. Je fais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et là, elle se pose, et elle me dit, il y a un AT, actuellement, à Paris, ça tire de partout. Je me rappellerai toujours, c'est comme une chape de plomb qui tombe sur moi. Le truc s'arrête. Je me retourne à la télévision et je dis au gars, vous pouvez changer de chaîne? Il me fait, bah non, il y a le match de foot. Je lui dis, croyez-moi, changer de chaîne. Et on passe iTélé à l'époque. iTélé, grande iTélé. On met iTélé. Et donc je vois les premières annonces. Ouais. Mais en fait, au moment où je parle, on savait que ça avait pété à Saint-Denis et qu'il y avait le début de quelque chose au Bataclan. Mais le reste, on savait pas. On savait juste qu'il y a encore des gens qui étaient dans la rue. Et donc, on commence à recevoir des messages nous indiquant qu'il faut faire attention, etc. Et moi, j'avais donné une anecdote surnaturelle la dernière fois, j'en ai une deuxième. Il y avait une fille que je connaissais, qui n'était pas de ma promotion, et j'ai eu comme un flash. Je lui envoie un message en lui disant, fais attention à toi, ça pète ce soir. Mais vraiment, c'est-à-dire que
J'envoie ce message-là, je le remets dans ma poche, et avec mes potes, on dit maintenant on part. Et on a essayé de fuir. On a marché dans les rues de Paris en nous disant on regardait le téléphone, on écoutait iTélé d'une oreille, où ça disait ça pète à Châtelet. Non, on était sur Twitter. Je sais pas si vous vous souvenez, la folie, on était sur Twitter. Donc on a tourné comme ça dans Paris à chaque fois en se disant on va essayer d'esquiver. Il y avait tout cet événement qui disait monter. Et donc, du coup, j'ai fini par rentrer chez moi à pied, en traversant tout Paris, tout le nord, pour aller dans ma banlieue. J'arrive chez moi, on me dit c'est bon et tout, c'était complètement fou. Ouais, on répondait pas, on pouvait pas répondre. On pouvait pas répondre, hello. Et c'était complètement dingo. Il se trouve que ma pote à qui j'avais envoyé un message ne m'a jamais répondu. Elle est encore en vie ce soir. Et la froideur que j'ai eue, c'est quand je suis allé lundi en rédaction et qu'on a reçu le nom des victimes. Et parmi les victimes, il y avait le nom de quelqu'un que j'ai reconnu, que je ne dirai pas parce que je ne veux pas profiter de ce truc-là. Ils ont pris... Ah oui, on a pris le métro, on arrive à Montparnasse, t'as raison. Et donc du coup, je vois le nom, et en fait, le nom, pour moi, il est marquant, parce que c'était le nom de la meilleure amie de ma grand-mère, mais aussi le nom d'une fille que j'avais rencontrée récemment, chez qui j'avais fait une fête. Et là, je fais le lien avec ma pote, et en fait, c'est ma pote qui m'avait invité à une fête chez sa pote. Et là, je suis en mode, ah ouais, ok. En fait, on est tous concernés. Et en fait, c'était le moment où on s'est tous rendu compte que, même dans les médias, on était tous bouche bée. Journalistiquement, on était bouche bée. Et ce qui paraît encore plus dingue dans mon esprit, c'est que plus tard, j'ai revu cette pote journaliste également, et elle m'a dit que j'ai compris que c'était fini pour elle quand tu m'as envoyé le SMS. Et là, je me suis dit, comment j'ai pu basculer là-dedans? Donc forcément, cette date du 13 novembre 2015, bon, surtout pour la région parisienne, ça nous rappelle quelque chose, ça nous remonte quelque chose. On a tous connu quelqu'un ou autre. Ça a été vraiment très difficile. Parce qu'il y a eu toute la pourchasse après, on a suivi journalistiquement aussi, c'était très... En vrai, il y a eu un côté très intéressant. Moi, j'étais jeune journaliste, 2017, j'ai 23... Non, 2017, 2015. J'ai 22 ans. 21 ans. 22. J'ai 22 ans à ce moment-là. J'ai 22 ans. Je me dis, ouais, je vis un truc, un moment, quoi. Une époque complètement folle. Ouais. Et donc c'est vraiment ce truc-là qui a été ultra marquant, et je pense que en vrai je sais pas si j'arrive encore aujourd'hui à revoir, parce que ça prend aux tripes. On avait beaucoup travaillé du coup. Faut se dire que mes débuts à Pure Média, je n'écris que sur le 13 novembre. Je n'écris que sur le 13 novembre, c'est un truc qui est marquant, il y a des documentaires, on me demande de regarder les docs, les magazines, les analyses, les débats, il y a l'émission complètement dingue dont n'est pas couché, où il y a un clash avec Vicage Dorasso en direct, parce que l'émission qui a été tournée, elle est mise à la poubelle. Ils font une émission en direct exceptionnelle sur France 2. Faut se rendre compte de ce que c'était. Sur les télé, il y avait Bruce Toussaint. BFM TV, c'était aussi son explosion. C'est le moment où ça a été le plus regardé. Tout ça, ça nous a forcément marqué. Pour toi, LFI... Non, ne réalisez pas du tout. Exactement, moi je réalisais pas du tout. Et les filles, je me rappelle, ma mère, elle avait pris son téléphone, elle avait appelé toute la famille. Elle était mandée. Mais évidemment, moi, je peux pas te dire, mes parents, personne ne dormait. C'était, tu rentres tout de suite. Mais comment je rentre? Tu me dis qu'il y a potentiellement un gars qui zone dans Paris avec des armes, et que, en gros, je dois courir pour rentrer. Non, on a fait des tours, on est passé par le métro. Voilà. Mais ouais, je comprends. Donc forcément, cette époque a été un grand marqueur. Ah ouais, Normalito, le parrain de ton fils est policier, du coup, il est rentré au Bataclan. Et ça aussi, quand on a tout le récit de ce qui se passe au Bataclan, déjà le début, abominable, ce flic qui vient sauver en tirant ce commissaire, je crois que c'est un commissaire qui vient tirer et empêcher, il tue quelqu'un en direct. C'est formidable aussi. Quand on a, comme il s'appelle, toute cette histoire avec les gens qui se sont cachés. Quand en vrai, moi, ça me marque. Quand François Hollande dit que le moment le plus marquant pour lui, c'est quand il rentre dans le Bataclan et qu'il y a tous les gens qui sont là et que les téléphones sonnent et que il ne peut pas parler parce qu'il se rend compte que
chaque sonnerie, c'est la tristesse de quelqu'un derrière. Ça me fait froid dans le haut. Vraiment, froid dans le dos. Ouais, donc forcément, t'as raison Nico, il y a un risque d'amalgame. On a tous des frissons et ça nous rappelle forcément à des choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tous les gens dans le chat, il y a eu énormément de fake news à l'époque, c'était un combat de fake news. Faites attention aux fausses informations, ne pas croire tout et n'importe quoi. Toujours se poser la question, qui me parle, pourquoi il me parle, d'où est-ce qu'il me parle, quand est-ce qu'il me parle, et qu'est-ce qu'il me dit dans le fond, pour pouvoir vraiment s'en prémunir. Ensuite, ce jeudi, faire attention quand même, là où vous partez, si vous sortez le soir, dans les bars, dans les salles de spectacle, au Parc des Princes pour aller voir le match, parce qu'ils ont eu la très bonne idée. Ils ont eu la très bonne idée d'organiser un match France-Ukraine à Paris le 13 novembre, 10 ans après. Malin, hein, bravo. Les gars sont des génies. Hein. Les gars sont vraiment des génies. Donc, forcément, ça marque un tout petit peu. Moi, journalistiquement, ce que je vous dis contre les fake news à éviter, mais aussi, vous, à votre échelle, faites attention à vous. Hein, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je veux pas en perdre davantage. Non, je peux pas incriminer les autres. Et évidemment, il ne faut pas après tomber dans un truc où on était sur des extrémistes, sur des gens radicalisés. Il ne faut pas amalgamer l'ensemble des musulmans. Moi, je vis dans une ville où il y a énormément... J'ai grandi avec des musulmans. J'ai grandi notamment avec des Marocains. Je suis allé chez le coiffeur et il me disait que lui, ça lui faisait aussi mal au cœur. Parce qu'ils sont aussi de là. Ils sont aussi c'est des Français. C'est des Français. Et que c'est vraiment... ils sont aussi meurtris que d'autres. Donc, il faut vraiment s'en rendre compte. Et je pense que ça nous a mis vraiment une claque parce que quand il y a eu Charlie Hebdo, on était beaucoup à se dire que c'était triste, c'était abominable, etc. Mais on se sentait protégé parce qu'on se disait, nous on fait pas de caricature. Nous on n'est pas la cible. Dans l'esprit des gens, il y avait quand même ce truc de on n'est pas la cible de quelque chose. Et notamment par le comportement des frères K par la suite, quand ils décident de pas devenir... fous dans la rue, ils sont vraiment dans leur objectif à eux, dans leur cerveau, uniquement basé sur les caricatures. Ce qui est extrêmement grave, etc., qui est condamnable. Je ne suis pas en train de nuancer, je dis juste que la réaction, je pense, de la France était différente que celle de n'importe qui. Là, on était à du n'importe qui. Parce que même moi, j'ai déjà bu des verres avec des musulmans. Ils sont pas obligés de boire de l'alcool dans un bar. Et je bois avec eux. Ils prennent un café, ils prennent un coca, ils prennent un jus d'orange. Et à ce moment-là, tu aurais pu aussi être la cible de ça. Tu te retrouves au parc, au Stade de France. Tu peux aussi être la cible de ça. Donc forcément, c'est pas une... Là, on s'est rendu compte que tout le monde était ciblé. C'est pour ça qu'on a eu cette froideur. On n'a pas pu tous se retrouver tout de suite. Il y avait une peur. Moi, rien que sortir dans la rue, il y avait des moments où je me dis, et si cette voiture, il se passait quelque chose? Laisse les Marocains tranquilles. J'adore les Marocains. Tant que ma ville, c'est une ville de Marocains. Ignorance à la Véronique Jeunesse. Merci beaucoup, Nico. À bientôt. C'est bien Hollande qui a 700 000 migrants à l'époque. Il devait bien se douter. Ouais, mais après, on voit que tous ne sont pas venus de Syrie, typiquement. Certains venaient même de Belgique. Le dernier survivant qui actuellement est venu de Belgique. Et que là, ce qu'il faut faire attention, c'est des gens qui se radicalisent tout seuls. Ceux qui se radicalisent tout seuls. On le voit bien, les gens qui ont été arrêtés, etc. Donc, je suis pas là pour faire peur, je suis juste là pour dire, faisons attention à ce qui peut être dit, ce qui peut être fait. Toujours vérifier les faits et de faire attention à tout ça. Et ce qui est vraiment important, la santé avant tout, et ne pas tomber dans la haine de l'autre, parce que ça serait jouer exactement ce qu'ils veulent, tous ces extrémistes, quels qu'ils soient, j'ai envie de dire, quels qu'ils soient. Ne pas entrer dans cette haine en fonction des origines, des confessions religieuses ou non. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Bon, on va partir sur une note joyeuse. On va partir sur quoi? Je sais même pas. On part sur quoi? Je pense que vous avez plus trop de questions. J'avoue que j'ai fini en anecdote, parce que je sais que vous aimez bien mes anecdotes. Mais on va partir sur un générique, et sur le générique de... Rien à rajouter. Merci à tous, en tout cas. Merci à tous ceux qui sont venus. On va partir sur le générique. Je vais chercher un truc.
Bah, il y a eu le retour de Pékin Express, on va partir sur le générique de Pékin Express, allez. Donc, n'oubliez pas, vive l'information, vive le journalisme et vive les médias. Continuez à bien vous informer, attention aux fake news, méfiez-vous des préjugés. Franchement, toi, il m'a inspiré. Je fais aussi des vidéos fun si t'as 10 secondes. Bah, j'allais te regarder Funny, au top. En tout cas, je vous embrasse tous. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. Merci à ceux qui me disent qu'ils aiment mes chroniques. C'est super gentil, ça me donne de la force parce que c'est pas toujours facile. Je vois pas grand monde, je bosse en indépendant, j'essaie de monter des projets par-ci par-là, de créer, d'essayer de chercher des financements pour pouvoir vivre de tout ça. Méfiez-vous des contrefaçons, tout à fait. Un seul mot, raisonner, faire attention à soi, évidemment, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Je vous embrasse et passez une très belle journée. Et ceux qui veulent continuer à discuter, on discutera. Peut-être qu'un jour, je ferai même un Discord. Parce que j'aimerais organiser des soirées de témoignages, de débats un peu plus testimonial. Voilà. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont là. On part en musique, comme toujours. Ciao, ciao, ciao. On se retrouve bientôt.